pourquoi c'est intéressant d'entreprendre en France. Et puis, ce qui est intéressant aussi, surtout pour les gens dans la salle, c'est de savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner à des gens qui ont créé leur entreprise ou qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Comment bien manager, comment réussir à innover, comment rester agile, comment aussi on peut travailler avec Free peut-être. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer justement avec un échange avec Virginie Calmels, puisque voilà, elle est aussi administratrice d'Iliad, hein, donc vous la connaissez bien. C'est elle évidemment qui est à l'origine de votre venue. C'est comme ça que cette conférence peut avoir lieu aujourd'hui. Juste un mot avant de commencer sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez en fait le Wi-Fi qui est conf Xavier Niel ici en haut à gauche, à droite, pardon. Le mot de passe, c'est comme le hashtag en fait pour le Twitter, c'est hashtag BX Entreprendre. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet maintenant, donc avec un échange entre Virginie Calmels et vous-même sur voilà la vision par rapport au conseil d'administration de Free. Comment ça se passe, comment vous êtes perçus des administrateurs, comment vous les percevez aussi. Et puis on va ensuite poursuivre avec les entrepreneurs qui vont vous questionner sur 4 thèmes qu'on a préparés ensemble, de façon évidemment très, très dynamique. Alors c'est pas tous les jours évidemment qu'on a sur un plateau une entreprise de votre trempe, hein, puisque Virginie Calmels le rappelait, vous faites plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En l'espace de quelques années, vous avez révolutionné un monde des télécoms qui paraissait plutôt fermé. C'est un peu comme si on s'attaque à l'industrie automobile, hein. C'est une industrie extrêmement lourde et puissante aujourd'hui en France, celle des télécoms. On va échanger justement avec vous sur d'abord votre personnalité. Virginie Calmels, comment vous définiriez justement Xavier Niel? Quels sont les 3 qualificatifs qui vous paraissent le mieux correspondre justement à sa personnalité? Alors je sais qu'il va détester ça, Xavier. Très bien. Dans un qualificatif, on pourrait commencer par modeste, mais je ne vais pas le mettre dans les 3 parce que mais Xavier n'aime pas. Ce qui est plutôt rare avec une rockstar. Hein. Oui, mais Xavier est très modeste, donc c'est pour ça qu'on va parler de lui à sa place. Je dirais que, évidemment, et ça surprendra personne, en tout cas moi ce qui me frappe, c'est le côté visionnaire. Je crois que ça c'est... Voilà, on le dit souvent, c'est notre Steve Jobs à la française. C'est une vision, c'est à la fois un produit, mais Xavier en parlera mieux que moi, et puis c'est la rencontre du marché, parce que c'est pas le tout d'être innovant et d'avoir le produit, et donc derrière c'est aussi du marketing, et c'est cette vision entre d'un côté le produit et de l'autre la rencontre du marché et le marketing qui, à mon avis, fait de Xavier cet entrepreneur hors norme, c'est cette vision. Après je dirais qu'évidemment il y a la vision, elle doit s'accompagner de l'exécution. C'est aussi un sujet qu'on retrouve en politique, cher à Alain Juppé, vision et exécution, action. Et Xavier, c'est un vrai entrepreneur, mais c'est aussi un homme qui dirige des hommes et des femmes dans un grand groupe. Donc c'est une vision à la fois d'actionnaire, mais de manager, d'accompagnateur et de faiseur. Hein. Donc je crois que ça, c'est essentiel. Et au-delà de la modestie, moi je dirais quelque chose qui me frappe quand on connaît Xavier, c'est la simplicité. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois accessible et puis, comme souvent, quand les gens ont l'esprit bien fait, qui sont très simples. C'est-à-dire quand on va écouter Xavier tout à l'heure, mais je suis sûre que vous allez être frappés par la simplicité avec laquelle on a le sentiment que tu as fait tout ça. C'est-à-dire quand tu parles d'Iliad, on a l'impression que tout ça est finalement très simple. Et Dieu sait qu'on sait combien c'est compliqué et combien c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de difficultés, beaucoup de freins. Et en fait, quand on entend Xavier, tout ça devient limpide, simple, mais là encore, vision, exécution et proximité. Hein, proximité dans la vie et proximité, je dirais, de tes salariés, qui, là aussi, moi je crois beaucoup au leadership. Et derrière, je pense que les gens sont fiers, très heureux de travailler dans cette entreprise. C'est un point très fort. Vous avez combien de salariés, justement, Xavier Niel, au total ? En France, un peu plus de 6 000 et 8 000, pour Iliad Free, à peu près 8 000, parce qu'on a de la sous-traitance dans d'autres pays. D'accord. Pardon. Est-ce que cette description, justement, vous paraît fidèle ? Il y a pire. Hein. Vous n'êtes pas le plus objectif, évidemment, mais... Non, ça va. Non, je pense que j'ai beaucoup plus de défauts que vous ne semblez le dire tous les deux. Non, c'est plaisant. Je crois que Virginie a dit quelque chose d'important, c'est la capacité que l'on doit avoir si on veut réussir à faire quelque chose de simplifié. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose et qu'on regarde l'accumulation de difficultés,
on ne fait plus rien. Alors que si simplement on se dit j'ai un but, il est là, puis il y a peut-être quelques petites étapes pour y arriver, on arrive à faire des choses. Et je pense que c'est souvent quand je parle avec des entrepreneurs qui créent leur boîte, ils vous disent non mais moi j'ai d'énormes problèmes parce qu'il faut que je remplisse le formulaire CERFA, je sais pas quoi, etc. Mais ne le remplissez pas, c'est pas grave, vous aurez un courrier. Avancez sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire pensez à votre idée, créez votre produit, lancez-le et faites-le fonctionner. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir un but et d'être capable de simplifier toutes les étapes pour aller vers ce but et d'oublier toutes les petites choses que l'on peut avoir D'où autour de... l'importance aussi d'être proche de ses salariés. Oui, c'est d'être capable de faire passer son message. Donc là, il peut y avoir aussi une problématique de communication, mais je pense qu'une entreprise n'existe que si les hommes qui la constituent sont motivés par le projet, j'enfonce une porte ouverte, hein, j'en suis désolé, mais sont motivés par le projet, ont envie d'avancer, croient dans le projet et vont dans ce sens-là. Donc le côté entraînement est important parce que ça pousse les gens à aller à fond. Et ça entraîne quelque chose d'autre qui est important, c'est comment on est capable de motiver ses salariés. Eh bien, il y a quelque chose d'important quand on crée une entreprise, c'est d'être capable de les motiver ou de les faire participer à la création et au développement de l'entreprise. Et c'est un des vraiment grands secrets de Free, c'est qu'à tous les niveaux, à tout moment, à toutes les étapes, les salariés de Free ont été associés au capital de Free et à son développement. Et ça donne des très belles histoires financières, mais qui vont de la standardistes aux personnes ayant les postes les plus importants au sein de l'entreprise, ils ont toujours été associés à son fonctionnement. Et je vais vous redonner un simple exemple, c'est que le jour où on décide de se lancer dans le mobile et de créer un opérateur mobile, de la même manière, ce jour-là, on réserve une partie du capital de cette filiale aux gens qui vont s'en occuper, qui vont la créer et qui vont la faire fonctionner. Et ça change tout parce que vous avez des gens qui sont chez eux. Et ça veut dire que le soir, c'est anecdotique, mais le soir, quand vous allez partir du bureau, vous allez éteindre l'électricité parce que vous payez un petit bout de la facture. Probablement minuscule, mais vous payez un bout de la facture. Et donc vous arrivez au travers du salariat, au travers de l'intégration, de l'actionnariat des salariés à l'entreprise, à créer une dynamique qui est très différente d'un salariat classique. Alors j'enfonce une porte ouverte encore une fois, ça consiste à redire des choses qu'a dit De Gaulle il y a bien longtemps, c'était l'idée de la participation, mais on a tous les outils en France pour permettre ça d'une manière assez efficace et fiscalement pas horrible. Donc c'est quelque chose qui marche, ce ne sont plus les stock options, c'est d'autres formes de motivation, mais ça existe pour des entreprises qui se créent, c'est quelque chose qui s'appelle les BSCPE ou BSPCE, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et qui a été hyper important pour nous et qui a vraiment déterminé à la fois le lancement de Free à l'origine et puis tous les projets qu'on a pu lancer ensuite. Ça a été l'un des moteurs principaux du développement, aussi rapide de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est principal, mais c'est vraiment de dire on est tous associés ensemble de manière différente, mais on est tous associés au succès du projet. Et c'est-à-dire que s'il y a un succès pour certains, eh bien ce succès est partagé par tous. Encore une fois, dans des proportions différentes, mais on n'est pas tous des simples salariés, on est des salariés intéressés au développement et au fonctionnement de l'entreprise. Alors on va faire l'exercice maintenant dans l'autre sens. Comment Virginie Calmels est entrée au conseil d'administration d'Iliad ? Qu'est-ce qui vous a plu dans son parcours aussi ? Simplement parce qu'à un moment, on est dans des métiers qui sont connexes des médias et que Virginie avait eu un parcours brillant, parce que moi aussi j'ai le droit de faire des compliments, avait eu un parcours brillant dans ces secteurs-là qu'elle connaissait, puisqu'elle avait été à la direction d'Endemol à ce moment-là, et elle était au contact des chaînes de télévision en permanence, qui étaient des gens auprès de qui nous achetions ce que nous distribuons au travers de nos équipements qu'on appelle une Freebox. Donc au travers de la Freebox, on diffuse des chaînes de télé, et elle avait une expertise et un savoir-faire là-dessus. Donc c'est parti de cela. On ne se connaissait pas, alors c'est maintenant vieux, mais à l'époque nous ne connaissions pas d'avance. C'était en quelle année ? C'était en 2009. Pardon. Ça fait 6 ans. Donc ça fait 6 ans, voilà, et donc on a commencé à travailler comme ça, en prenant son expertise sur les médias, en essayant de lui faire comprendre ce que c'était que le métier des télécoms, et en essayant d'avoir des talents différents, des savoirs différents pour avancer. Et qu'est-ce que vous attendez justement d'un administrateur, vous ? Alors je rappelle que vous êtes vice-président, hein, vous n'êtes pas président d'Iliad, mais... J'ai pas beaucoup d'ego, c'est-à-dire que le poste de président ou de dirigeant, moi ça m'a jamais emballé. Donc je suis directeur de la stratégie, ce qui est assez confortable, puisque ça m'évite de signer à longueur d'année des papiers. Donc c'est un secret, je vous le dis, quand votre entreprise va grossir, c'est super. Donc vous libérez de plein de temps à ne pas signer des choses qui n'ont pas un grand intérêt. Non, ce qu'on attend d'un conseil d'administration, c'est d'être capable d'orienter l'entreprise d'une manière générale. Alors, on est dans une entreprise un peu spécifique, puisqu'on est dans une entreprise avec les managers, mais moi seul déjà, mais avec les managers
nous contrôlons. Donc on est dans quelque chose d'un peu différent. Mais on attend de ce conseil d'être capable de nous redresser quand parfois on pourrait faire des bêtises ou partir sur un chemin qui n'est pas juste, et puis de définir ce que l'on doit faire à l'avenir, comment on doit le faire, à quelle vitesse on doit le faire, et de réussir à à affecter les ressources que nous avons à chacun de ces projets en regardant la rentabilité qu'on est capable d'avoir au bout. Vous avez combien de membres dans le conseil d'administration à peu près ? Ouf, je vous dirais une dizaine, mais 9, 10, quelque chose comme ça. Pardon. Alors justement, quelle est la vision, Virginie Calmels, qu'ont les administrateurs de Xavier Niel ? Alors d'abord, là encore, Xavier est très modeste parce que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est le conseil d'administration qui l'aiguille. Et en fait, il n'a pas tellement besoin qu'on l'aiguille. Xavier sait exactement où il va. Il est, comme je l'ai dit, il est visionnaire. Moi, ce qui m'a frappé, parce que je suis au conseil d'administration de 3 sociétés cotées, donc je peux comparer, Euro Disney, ou Technicolor et Free, ça n'a rien à voir. Free, pour moi, c'est un truc magique. C'est comment, finalement, on a toujours l'impression d'être dans une start-up alors qu'il y a 4 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est je pense que Xavier a sans doute à nous expliquer comment il fait, parce que ça, c'est assez hors norme. C'est-à-dire que l'esprit start-up souffle chez Free, encore aujourd'hui, alors que donc on est à près de 8000 salariés et 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc je pense que ça tient réellement au leadership, au mode de management, parce que le conseil d'administration, c'est moins de 10 personnes quand on compte Xavier, Maxime Lombardini, Thomas Reynaud, le CFO, et quelques administrateurs indépendants. Et on a vraiment l'impression que cette grande entreprise, elle fonctionne avec une poignée de dirigeants. C'est pas une énorme pyramide avec énormément de management intermédiaire. C'est vraiment, il me semble, mais Xavier pourra mieux le dire que moi, mais c'est comment un énorme groupe a réussi à conserver son agilité, sa réactivité, et du coup, ce mode de management qui s'apparente plus à celui d'une start-up, c'est-à-dire à celui que Xavier a toujours eu, je pense, dès le lancement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un moment justement dans l'histoire de Free qui vous paraît particulièrement enrichissant pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, justement, que vous avez retenu, qui vous a marqué, Virginie Calmels ? Il y en a plein parce que, je vais vous dire, c'est un conseil d'administration, il se passe tout le temps des choses. C'est pas le long fleuve tranquille. Bon, moi, ça fait donc 6 ans que je suis au conseil d'administration de Free. Cette société, elle a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans. Il y a eu plein d'étapes. Donc, si je devais en retenir certaines, il y a eu l'expérience T-Mobile aux États-Unis, on pourra peut-être y revenir. Mais moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est un truc un peu bébête, mais c'est quand Xavier nous a présenté la Freebox Révolution. Et là, si tu t'en rappelles plus, mais il y a eu une séance du conseil d'administration qui était vraiment dédiée au lancement de la Freebox Révolution, et on a eu un long débat sur le prix. Et moi, je venais avec mon logiciel de la rentabilité. D'ailleurs, Thomas Reynaud, le directeur financier de Free, on était assez en ligne. C'est-à-dire qu'on se disait, attends, là, il nous sort un produit extraordinaire qui faisait tout. Papa, maman, DVD intégré. Il faisait vraiment... on était bluffés par la qualité de cette box. Puisque globalement, une fois encore, tu disruptais, une fois encore, avec un produit incroyablement moderne, design... Je pense qu'un certain nombre dans la salle connaissent la Freebox Révolution, designée par Stark. Donc c'était à la fois très beau, parce que c'était un produit qu'on pouvait vraiment avoir dans son salon qui était beau, et puis derrière avec des fonctionnalités incroyables. Et là, on a eu un débat sur le prix. Et moi, je m'en suis jamais remise. C'est-à-dire qu'on est sorti du conseil en disant Xavier n'a pas démordu. C'était au même prix et il fallait pas, et je pense que c'est là où tout à l'heure je parlais de vision et des études marketing, l'élasticité prix, très clairement c'était un produit qui aurait pu prendre 2 ou 3 euros. Je pense que ça aurait pas forcément choqué le consommateur, et là c'est Xavier seul, parce que c'est toi tout seul. Le conseil d'administration, au fond, pour plein de raisons, pouvait se dire on va augmenter le prix sur cette box. Et là, je pense, c'est intéressant que Xavier revienne sur cet épisode. Entre autres, il y en a eu plein. Il y a le lancement, évidemment. Il y a la 4e licence qui est aussi un tournant de la société. Donc, il y a plein d'événements sur lesquels Xavier pourrait revenir. Mais je trouve que
pour nos entrepreneurs ici, je pense que c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, il décide, il a une vision qui parfois peut aller à l'encontre même des études qu'on pourrait faire ou de l'intuition marketing d'autres. Vous en souvenez justement, Xavier Niel, de ce moment? C'était pour vous un tournant aussi un peu dans l'histoire de l'entreprise? Non, c'est juste de se dire, on fait un bon produit. Enfin, le sujet, c'est toujours le même. Est-ce qu'on est capable de faire un produit désirable? Et la désirabilité, elle ne repose pas seulement sur le produit lui-même, elle repose entre l'adéquation prix de ce produit et la qualité de ce produit. Et en fait, quand on commence à toucher un des deux critères, la désirabilité du produit, baisse. Si le produit est inaccessible, ça devient un rêve et on ne l'achète plus et ça ne marche pas. Donc voilà, donc on est toujours sur ce type de discours et que l'on a besoin... je crois qu'on est dans un monde qui a changé et qu'aujourd'hui, le bouche à oreille qui était restreint avant, avec les réseaux sociaux, est devenu quelque chose d'énorme et de colossal. Et si vous êtes capable de sortir un bon produit, votre produit, il est capable de créer autour de lui une viralité, de fonctionner et de se vendre. Vous n'avez jamais vu de publicité pour Google. Google n'a pas besoin de faire de la publicité. Ils ont le meilleur produit. Vous l'utilisez. La voiture avec laquelle je suis venu tout à l'heure, le chauffeur avait Waze. Vous utilisez Waze. Vous n'avez jamais vu une publicité pour Waze. Pourtant, vous avez un taux d'utilisation de Waze colossal. La même chose avec tous les produits que l'on utilise aujourd'hui technologiques viennent de cette viralité. Et donc cette viralité, elle est importante. Et donc on a toujours besoin, même quand on a un très bon produit, de l'adapter en termes de prix. Alors, généralement, les produits que l'on peut avoir sur nos smartphones que je viens de citer précédemment sont gratuits. Donc, eux, pour eux, la problématique de prix, elle est assez simplement réglée. Donc, leur problématique, après, c'est de réussir à générer des recettes. Donc, c'est un autre sujet. Mais nous, quand on est dans des produits télécoms dans lesquels vous payez un abonnement, il faut qu'on ait dans cette juste adaptation. Mais ça veut dire aussi que le marché est plus important. Ça veut dire que les acteurs s'adaptent, se mettent à faire du profit sur un autre prix. Vous entraînez le marché. Et ce phénomène d'entraînement du marché est important parce qu'il développe le marché. Quand vous avez le produit qui a le meilleur bouche à oreille sur un marché qui s'est développé, vous en tirez la plus grosse part de chiffres et parfois de profit. Alors pour clôturer cet échange justement en croisée, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée en politique de Virginie Calmels? Pourquoi il y a des mouvements dans la salle, je sais pas, c'est inquiétant. Attendez. Non, mais on a souvent évoqué le sujet. Donc là-dessus, on a dit que tu pouvais accepter toute question. Alors tu vois. Non, pardon, je ne conteste pas la question, je m'en excuse. Non, le sujet c'est quoi? C'est que donc un des propos. C'est-à-dire un entrepreneur, enfin quelqu'un qui a le profil d'entrepreneur, voilà, qui entre en politique. Non, le sujet de Virginie, elle me dit toujours, je comprends pas pourquoi tu fais pas de politique. Mais alors, oui, parce qu'en fait, moi j'essaye de dire à Xavier qu'il devrait faire de la politique. Donc pour plein de raisons. Donc on a souvent eu cette discussion, on l'a encore eu tout à l'heure. Ça, ce sera la deuxième question. Pourquoi vous n'y allez pas? D'accord, voilà, je vais vous expliquer après. Mais non, donc, qu'est-ce que je pense de Virginie sur ce sujet-là? C'est que je crois qu'elle elle a vécu à proximité de ce monde-là et qu'elle pense légitimement qu'on peut changer le monde. Moi, je crois beaucoup à l'arrivée de la société civile avec ses méthodes, son savoir-faire dans le monde politique en apportant de la fraîcheur, de la nouveauté, des nouvelles têtes, un dynamisme, peut-être même des rêves, de la capacité de changer, et j'espère que ce n'est pas des rêves, mais cette capacité de changer ou cette volonté de changer qui est importante. Donc qu'est-ce que j'ai pu dire à Virginie? Que j'étais ravi pour elle, parce que je crois que ça l'enchante, ça c'est un premier élément important, que deux, je sais qu'elle est combative et qu'elle se bat sur tous les sujets et qu'elle apporte son énergie d'entrepreneur là-dedans, et donc c'est quelque chose d'important et qui permet de réussir et d'être successful dans ce sens. Donc moi je suis ravi pour elle parce que je pense que ça lui correspond bien, qu'elle avait envie de changer ce pays et qu'il faut commencer sur une très grande région. Ça couvre, je crois, pas loin d'un quart du territoire français, donc c'est quelque chose de large. Et si elle est capable de changer cette région, après, elle sera capable d'aider à changer la France. Et est-ce que vous pourriez franchir le pas? Non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon vrai métier, c'est entrepreneur et c'est celui dans lequel je me sens bien. Et je suis content de me lever chaque matin pour aller faire ça. Deux, parce que je crois que c'est un combat, un vrai combat difficile. Et puis, qu'en vieillissant, je ne sais pas si j'aurai toujours le courage d'aller lancer dans ce combat quotidien. Trois, je ne sais pas s'il est toujours facile de faire les deux en parallèle. Et je suis tellement content, tellement heureux chaque matin de me lever en me disant je fais ce que j'ai envie de faire de la manière dont j'ai envie de le faire, et c'est une absence de courage, et c'est probablement le contraire de la définition de l'entrepreneur, que je n'ai pas envie de prendre le risque de changer un jour. Donc non, ça ne fait pas partie de mes sujets, je ne suis pas engagé en politique, je n'ai pas de volonté de m'engager en politique,
Je n'ai jamais appelé à voter pour qui que ce soit. Je ne vais pas commencer, je suis un peu âgé. Et je suis dans un mode comme ça. Donc il y a des hommes politiques de droite et de gauche que je peux apprécier parce que j'ai le sentiment, où je fais le constat qu'ils sont en train de changer leur pays. Je pense, pour rester sur ce sujet-là, que les barrières droite-gauche n'ont plus de sens. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'un Emmanuel Macron ou qu'un Manuel Valls soit pas plus à droite que certains hommes politiques de droite. Donc je ne suis pas sûr que les barrières historiques existent toujours et que donc l'important c'est devenu les hommes plus que les partis. Je suis parfois choqué que quand j'entends dans certains partis il faut que tout le monde ait la même ligne. Ça ne correspond pas du tout à ma vision que je peux avoir de la politique. Je pense que chaque homme, de par son expérience, de par son passé, a une vision différente et que c'est un apport pour la France que plutôt que d'avoir un programme commun, unique, fini, chacun ait ses spécificités au sein d'un même parti pour changer ce pays et le faire avancer. Merci beaucoup à tous les Merci deux à vous. pour ce premier échange. On va poursuivre avec le Conseil des entrepreneurs. Donc on en a choisi 4 parce que malheureusement vous êtes tellement nombreux dans la salle qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde sur la scène pour vous questionner, Xavier Niel. Alors on a choisi donc Julien Parou que j'invite à nous rejoindre, qui est PDG de Concours Mania, qui est leader européen des jeux concours en ligne à Bordeaux et qui est l'un des chefs de file de French Tech. On a Christophe Chartier, qui est le PDG d'Immersion, qui est champion d'Europe des systèmes de simulation virtuelle et de réalité virtuelle pour l'industrie. On a aussi Christophe Charles, qui a créé plusieurs entreprises à Bordeaux, dont Cdiscount, et la dernière qui s'appelle ImageCorp, qui est leader français de l'impression à la demande, et qui est en train de se développer. Il y a un papier d'ailleurs sur Sud-Ouest en ce moment. Et Philippe Barre, qui est cofondateur de Darwin, donc une ruche bien connue à Bordeaux, sur la rive droite, qui accueille 150 entreprises éco-responsables. Alors ils ont beaucoup de questions, Xavier Niel, à vous poser. Donc ils sont tous membres du Conseil des entrepreneurs. Et on va rester donc 3 quarts d'heure ensemble. Alors dans les profils, donc, il y en a 2 qui font partie de la French Tech, de la filière proprement numérique, et 2 donc, qui n'en font pas partie, ce qui nous permettait justement d'avoir un panel aussi assez varié des entrepreneurs bordelais. Alors on va commencer justement avec Christophe Chartier qui va revenir sur votre parcours, sur votre personnalité, Xavier Niel, sur la question comment on devient disruptif, est-ce qu'au final c'est inné ou acquis, et puis qu'est-ce que ça veut dire surtout concrètement au quotidien, comment on est disruptif au quotidien, comment vous pratiquez tout cela. On dit souvent qu'en France, justement, il faut avoir des diplômes importants pour réussir. Vous avez arrêté vos études justement en classe préparatoire. Pourtant, vous êtes aujourd'hui un des entrepreneurs les plus emblématiques en France. Alors Christophe Chartier, qui est PDG d'Immersion, vous avez aussi arrêté vos études assez tôt pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ce parcours vous interpelle ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, ça m'interpelle. C'est vrai que je souhaitais aussi comprendre un peu votre parcours et savoir si aujourd'hui, le fait d'avoir quitté le banc de ces grandes écoles, ça avait fait évoluer votre regard sur le management, sur l'entrepreneuriat. Quel était votre sens un peu de peut-être déception d'avoir quitté les bancs ou quelle est votre vision ? Alors, donc j'ai le bac et puis après j'ai fait un peu de maths sup, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc je la prépare, je suis même pas sûr de. Merci de m'attribuer cette capacité scolaire, mais je suis pas sûr d'être allé au bout. Ça va vous paraître bizarre, je pense que toute forme de formation apporte quelque chose à un entrepreneur ou pour tout autre métier. Donc je ne pousse jamais des gens à arrêter l'école ou d'arrêter leurs études pour aller créer des entreprises. Je suis à l'inverse de ça et au contraire je mets des coups de pied dans les fesses de mes enfants quand ils me ramènent des mauvaises notes. Donc je suis peut-être éloigné du sujet. Non, j'ai eu la chance parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a des bulles et à un moment il y a eu une bulle technologique en France, on l'a oublié, c'était celle du Minitel et j'ai eu cette chance de pouvoir me lancer à ce moment-là dans cette bulle parce qu'il n'y avait pas les savoir-faire et que j'avais ce savoir-faire-là et c'était un hasard. Après, je vois tous les défauts tous les défauts culturels et tous les défauts que l'absence
de scolarité poussée peut avoir. Je vais vous donner un exemple le plus flagrant, c'est mon anglais. J'ai un anglais absolument exécrable. Mes meilleurs amis sont américains, mais j'ai un anglais absolument terrible, donc ils font la sympathie de toujours me dire que je parle très bien français, mais ça ne correspond pas exactement... très bien anglais, pardon, pas français. Je parle très bien anglais, parce que j'espère parler pas trop mal français. Mais donc, c'est cette chance-là. Et puis, un défaut de culture. Je suis actionnaire de journaux. Quand je parle avec les journalistes, parfois, je me dis que, franchement, je suis très, très loin. Donc, si vous voulez, je sens ou je perçois ce défaut culturel. Après, ça m'a laissé une chance différente, qui est de dire que je n'ai pas été formé dans un moule. Et il est plus dur de sortir du moule, quand on a été formé dans ce moule, que d'inventer soi-même son moule. Je dois être dans un autre moule, enfermé dans d'autres trucs, mais j'ai eu la chance d'échapper à cela. Mais je pense qu'il y a deux choses intéressantes dans les études. La première, c'est que apprendre quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile que plus tard, parce que quand je prends des cours d'anglais aujourd'hui, je vous promets, c'est dur. Donc, je pense que c'est plus facile d'apprendre plus jeune. Premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de périodes au cours de ces études, on a du temps, et c'est souvent le meilleur moment pour créer son entreprise, parce qu'on bénéficie d'une infrastructure dans laquelle on peut dormir, vivre, manger, que l'on a déjà. Et à côté de ça, on a parfois, en fonction des études que l'on fait, un peu de temps, et c'est parfois le bon moment pour aller réussir à créer son entreprise et avancer. Donc je pense que les études sont en soi une chance. Quand on n'en fait pas, vous êtes l'exemple, hein, mais quand on n'en fait pas, on s'en sort quand même. Dans le même sens, quel conseil pourriez-vous donner à des entrepreneurs qui sont dans le même cas que vous, donc autodidactes, pour développer leur entreprise ou... Je sais pas, moi je connais pas mal d'autodidactes, ils s'en sortent pas mal, donc je suis pas sûr d'être au niveau pour leur donner des conseils. On est en France dans un monde des grandes entreprises, ou plutôt des entreprises dites CAC 40, dans lequel l'importance du diplôme existe encore. À côté de ça, toutes les entreprises que vous créez, je ne suis pas sûr qu'au-delà de vos collègues scolaires que vous avez pu avoir dans des grandes écoles précédemment, mais je ne suis pas sûr que ça ait une grande importance pour vous. Ce que vous souhaitez, c'est des gens qui ont une capacité, un savoir-faire et qui se débrouillent plutôt que leur parcours. Donc je pense que le monde évolue, le monde change sur ces sujets-là. Ce n'est pas un cas unique en France, hein. Si vous avez fait une grande école aux États-Unis, les grands cabinets d'avocats vous prendront en priorité, mais je pense que c'est quelque chose qui change dans toutes les entreprises de nouvelle génération, plutôt technologiques. On ne regarde plus le diplôme, et le diplôme n'a plus d'importance, et pour le créateur d'entreprise, il n'en a aucune. Donc c'est pas forcément plus difficile de réussir aujourd'hui qu'il y a 10 ans sans avoir fait de hautes études. C'est la notion d'excuse. Je vais vous donner les excuses habituelles que j'entends. Je ne peux pas créer une entreprise parce que j'ai pas fait une grande école. Je vais vous donner un exemple concret. Les élèves qui sortent des grandes écoles sont, en termes de pourcentage, les plus petits créateurs d'entreprises. Synthétiquement, si vous avez fait Polytechnique, le taux d'entrepreneuriat à la sortie de Polytechnique est relativement faible. Là où si vous avez fait une école de commerce considérée comme moyenne ou médiocre, vous êtes plus entrepreneur. Donc ça fait partie de la fausse excuse. Une deuxième fausse excuse, je ne trouve pas d'argent. La vraie question, c'est vous ne trouvez pas d'argent peut-être parce que votre projet n'est pas bon. Vous avez des investisseurs dans le monde entier qui ont plein d'argent. Ils rêvent d'investir chez vous. Objectivement, si vous avez un bon projet, vous allez trouver de l'argent. C'est une mauvaise excuse. Améliorez votre projet. On ne peut pas recruter en France et on ne peut pas licencier en France. Donc je ne peux pas créer d'entreprise. Écoutez, j'ai des entreprises aux États-Unis, ça coûte exactement le même prix de licencier quelqu'un en France qu'aux États-Unis. C'est pas l'image qu'on a. C'est plus compliqué en France. Il y a un gros travail de simplification à faire, mais ça coûte le même prix. Si vous voulez, vous avez le problème de la fiscalité. On paye moins d'impôts sur les plus-values en France qu'aux États-Unis. Donc je ne peux pas créer une boîte parce que je vais payer trop d'impôts. Attendez d'en gagner déjà, on verra le problème après. Et si vous voulez, vous avez toujours cette notion de fausse excuse. Je ne vais pas aller créer ma société parce que j'ai des sujets comme ça qui de fait n'existent pas et je me trouve des excuses pour ne pas le faire. Donc voilà, donc je pense que la notion de diplôme ou d'études fait partie de ces fausses excuses. Le vrai élément, c'est est-ce que je connais un secteur, est-ce que je connais un marché, est-ce que ce secteur ou ce marché m'intéresse, est-ce que j'ai envie d'y consacrer beaucoup de temps, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, est-ce que j'ai envie de me prendre en charge, c'est-à-dire de créer moi-même mon job plutôt que de dépendre de quelqu'un d'autre. Et puis une fois que vous êtes capable de répondre oui à tout cela, les autres questions, vous les mettez à côté et vous avancez, vous créez votre entreprise. Christophe Chartier. Merci. On dit de vous, comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà ce matin, que vous êtes un entrepreneur disruptif. Y a-t-il une méthode, Xavier Niel ? Si oui,
Pourriez-vous nous la décrire à tous? Je pense qu'on est... Moi, je reviendrai à Bordeaux, parce que quand même, vous êtes absolument sympathique. Vos propos, les vôtres, là, ça continue. On a été briefé. D'accord, c'est une obligation, alors je comprends mieux. Mais lâchez-vous, hein, il n'y aura pas de punition, hein, ça va bien se passer. Ça va venir après. Ça arrive, c'est ça, c'est de plus en plus dur, je compte sur vous. Là, c'est la 10e question, il y en a encore 50 après. Hein. Ah d'accord. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de méthode. C'est que simplement, si vous connaissez le marché et le marché sur lequel vous avez envie de créer votre produit, simplement, à tout moment, même localement, vous êtes à même d'être disruptif et cette disruption va vous apporter des avantages commerciaux qui vont vous faire exister et vous faire développer. Donc, c'est le sujet de fond. C'est est-ce que je connais à fond mon marché et est-ce que je sais ce qui est capable d'être disruptif dans mon marché à un instant de raison. Vous pouvez faire le même produit de 10 manières différentes. Et pourtant, il y a une manière avec laquelle ça marchera mieux que dans d'autres. Donc si je suis boulanger et que je crée une boulangerie au coin d'une rue dans laquelle il y en a 3, il va falloir que je me différencie. Donc mes éléments de différenciation, c'est une amélioration de ma qualité, c'est une baisse de mes prix ou la création de produits nouveaux. C'est à peu près toujours pareil dans tous les marchés, quoi que vous fassiez. Ben, vous reprenez cela et puis vous essayez de jouer avec les 3 paramètres et vous créez votre disruption localement et vous créez le boulanger successful de la rue. Et ce sera les autres qui auront l'obligation de se renouveler pour être capables de faire des choses nouvelles. Je peux vous citer un exemple dans l'optique, c'est que vous avez un jeune à Paris qui a créé une boutique dans laquelle il vend des lunettes à 10 euros. Donc moi je porte des lunettes, donc je fais semblant que non, mais voilà, ça vaut 10 euros, ce sont des verres correcteurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a révolutionné son marché. Il est arrivé, il s'est dit, je suis capable de trouver des machines qui me produisent des lunettes tout de suite. Je suis capable d'abaisser les prix, donc d'avoir beaucoup de clients et donc de rentabiliser cette boutique. Je suis capable d'être disruptif dans ma communication. Je suis capable de changer les règles sur ce métier, d'arriver et de gagner. Et au bout, là où un opticien classique vend 2 paires de lunettes, il en vend plusieurs centaines par jour sur un magasin. Et il est capable de changer, de disrupter son marché, d'aller chercher une autre type de clientèle. Typiquement, ce ne sont pas les clientèles des autres opticiens, ce sont des gens qui n'avaient soit pas les moyens de s'acheter des lunettes, parce que vous le savez, une paire de lunettes aujourd'hui chez un opticien classique, c'est relativement cher. Et si vous n'avez pas de mutuelle, c'est pas toujours accessible. Je crois que la sécurité sociale rembourse 6 ou 7 euros sur une paire de lunettes, donc c'est compliqué. Une paire de lunettes, c'est plutôt 400 ou 500 euros en moyenne. Donc il trouve son marché, il est disruptif, il met de la technologie, il change la promesse. Vous avez vos lunettes en 10 minutes, il change les volumes et il crée quelque chose de différent. Et donc ça va vous permettre, moi je crois que j'en ai 30 paires, j'en peux plus, j'en mets partout, mais ça vous change votre consommation du produit et vous créez votre marché. Et il était capable d'inventer quelque chose. Et donc, dans tous les marchés, vous êtes à même de disrupter votre marché. Alors maintenant, le mot à la mode, c'est ubériser la société, parce qu'on vous rajoute un peu de numérique, mais ça existait de toute époque. Il y a toujours quelque chose de très drôle, c'est que au moment où la voiture automobile a été... Donc, ce qui crée des protestations, parce que c'est-à-dire que vous renouvelez un marché, les anciens de ce marché protestent, se sentent un peu exclus, se plaignent, disent que le modernisme ou la technologie détruit leur activité. Enfin, vous avez ce type de plainte. Et on a toujours l'exemple qui nous fait toujours beaucoup sourire, c'est quand la voiture automobile a été inventée, dans un certain nombre de milieux, les gens qui portaient les chaises à porteurs se sont mis en grève, en protestant contre l'existence de l'automobile. Alors heureusement qu'on ne les a pas trop écoutés, parce que sinon peut-être qu'on n'aurait pas l'automobile aujourd'hui. Ça, j'y crois pas. Je crois que quand on est capable d'inventer quelque chose, ça finit toujours par gagner et fonctionner. Mais on a toujours ce type de rejet. Donc quand je reprends l'exemple de mes 3 boulangers, les 2 autres boulangers de la rue iront se plaindre à leur maire en disant c'est un scandale, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ne vont pas le dire comme ça, hein. Ils cassent le marché ou ils vont trouver un autre thème. Voilà, donc ça crée de la protestation, ça crée de l'écoute, des sujets, mais au bout, c'est lui qui gagnera, c'est lui qui se développera, c'est lui qui fera du profit et qui sera capable de s'étendre et de grandir. Une question un tout petit peu différente sur la partie privée. Dissociez-vous l'homme public, le patron d'Iliade, de l'homme privé? Oui, il vous faut autre chose. Vous voulez un complément de réponse? Pouvez-vous mais encore un peu non, différence? mais parce que vous avez envie. Il y a quelque chose. J'ai 3 enfants, mais j'ai notamment 2 garçons qui ont 15 et 13 ans. Et il y a un truc horrible. Ils ont honte d'être avec moi dans la rue parce que les gens viennent me voir. Donc, si vous voulez, ça c'est horrible pour moi parce que je me dis mince, mes enfants ont honte d'être avec leur père dans la rue et c'est un truc complexe. Donc, mon problème est très relatif à côté de beaucoup d'autres personnes, y compris dans cette salle. Mais il y a ce côté-là désagréable. Alors, si en plus votre vie privée
privé est affiché, je pense que ça doit compliquer encore plus le sujet. Donc c'est vraiment des choses que je sépare. Une fois, on avait racheté un opérateur italien qui s'appelait Alice, et je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une égérie assez connue, Vanessa, et on nous avait dit, ce que vous allez faire des photos dans votre jardin avec l'égérie en question. J'ai dit, alors, ça correspond tout à fait à l'opposé de ce que je peux avoir envie de faire, donc j'ai échappé à cette photo, et comme à beaucoup d'autres. Alors parfois, ça déborde, et c'est pas super, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie. Je suis ravi d'avoir une vie privée qui se passe très bien. Est-ce que votre vision a évolué au fil des temps, des années, sur le management et votre vision de l'entrepreneuriat au sein de votre groupe? J'ai pas le sentiment, mais c'est peut-être pas à moi de le dire, parce que je sais pas si on arrive toujours à se voir évoluer. Non, moi j'ai le sentiment qu'il y a toujours plus en plus de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise, et que l'entrepreneuriat, on a des cycles. Donc on a des cycles où c'est à la mode, puis des cycles où ça disparaît. Alors il y a je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ère tapis, donc on avait un entrepreneuriat très à la mode. Bon, ça n'a pas laissé le meilleur des souvenirs, mais on a des cycles comme ça. Donc je pense que quand le cycle est positif, c'est plutôt bon, parce que l'entrepreneuriat, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour un pays. Je pense que c'est plutôt positif. Après, il faut essayer de le faire bien. Sur le management, j'adorerais vous dire que non, rien n'a changé. Encore une fois, il faut interroger les salariés. Si vous les interrogez, il y a 550 salariés d'Iliade qui sont à 300 mètres d'ici, donc vous pouvez leur poser la question. Ils n'ont probablement pas la même vision que moi. Mais Il y en a peut-être dans la salle. Peut-être, allez savoir, j'y suis passé tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils bossaient, mais... Donc si vous souhaitiez qu'un lève la main, là je crois que c'est fini, définitivement, je m'en excuse. Je pense pas. Je m'excuse pour lui, tout va bien. Mais non, je sais pas, moi ce que j'ai envie, et c'était un des sujets de Virginie tout à l'heure, c'est comment on est capable de créer des nouveaux produits tout en conservant l'esprit start-up. Et quand je parle de ça dans les grands groupes, le sujet des grands groupes, c'est de se dire, on va mettre 200 ou 300 personnes sur le sujet, comme ça, ensemble, ils vont être à même de créer quelque chose d'exceptionnel. Mais je crois que tous les entrepreneurs ici le savent, c'est que dès que vous êtes plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 personnes, vous n'êtes pas capable de créer quelque chose d'important ou de gros, au moins dans son invention et dans sa conception. Apple a créé l'iPhone avec 15 personnes ou 20 personnes, pas plus. Après, vous avez des équipes marketing. Après, vous avez beaucoup de monde. Mais sur l'instant de la création et de l'invention, si vous êtes trop, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à conserver chez Free, c'est de se dire quand on va créer un nouveau produit ou quand on va créer quelque chose de nouveau, on va se créer une micro-équipe. Elle va partir. C'est une sorte de cellule de combat. Elle y va. Elle connaît son marché. Elle avance. Elle crée le produit. Elle est intéressée au succès de son produit, et on part comme ça. Et c'est ce qui donne ce sentiment de start-up sur cette partie création de produits. Après, c'est beaucoup de centres support, c'est 5000 ou 6000 personnes qui sont sur le terrain pour aider les abonnés. Là, le fonctionnement est peut-être plus hiérarchique et plus classique. Mais quand il s'agit d'invention de produits, mais je pense que tous les gens qui sont ici le savent, ce sont systématiquement des petites équipes qui sont capables de penser, de prendre des décisions à très peu, pour que ces décisions soient réalisées. Vous le savez, s'il faut prendre une décision à quelques centaines, la décision n'est rarement prise ou est prise très Vous intervenez encore sur chaque nouveau produit comme ça? C'est mon métier, en fait. Je suis directeur de la stratégie. Mon métier, c'est de créer des produits. C'est mon seul vrai métier. Je suis ravi que vous me laissiez penser que je sois le manager plus largement de cette société. Mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est cette partie-là. Et comment on est après capable de le transformer en quelque chose de plus marketing, j'aime pas le terme, mais de plus marketing, ou au moins qui va rencontrer son public. Et c'est vraiment ce que j'aime. Donc si vous voulez, quand Virginie décrivait mes sujets avec le directeur financier d'Iliade, c'est que lui, son truc, c'est de faire un maximum de profit, et moi, c'est de faire un produit qui rencontre son public. Donc parfois, ça peut s'opposer un peu, mais bon, au bout, on arrive à se retrouver. Et dans les messages que vous faites passer à vos salariés, justement, quels sont les messages que vous essayez de leur faire passer? Quelle culture vous essayez de leur insuffler pour continuer à innover en permanence? Déjà, ils sont extrêmement indépendants, donc là-dessus, surtout tous les gens qui sont à même de créer des produits, ils ont une liberté extrême. Alors à la fin, quand le produit est inventé, on va dire, on va revenir sur les questions budgétaires, on va rajouter ça, on va supprimer ça, ou ça pose des sujets. Mais si vous voulez, si on écoute la partie financière, on va vendre des forfaits. Le forfait qu'on vend 2 €, on va le vendre à 30 €. Donc si vous voulez, on est toujours, parce qu'on va vous dire, ouais, mais c'est baisser 20% les prix du marché, c'est suffisant. Mais non, vous avez besoin de créer une disruption, et vous ne souhaitez pas vendre aujourd'hui quelque chose que vous ne pourrez plus vendre demain. Typiquement la voix que vous utilisez sur votre portable. Si vous utilisez, je sais pas, Skype ou ce type de produit, déjà vous ne la payez plus, donc elle n'a plus de raison d'être facturée, puisque la facturation de la voix au travers de votre téléphone va disparaître. Et donc si vous voulez, ce type de sujet, c'est un sujet
marketing, sauf que le directeur financier va me dire ouais, ok, la voix va disparaître dans 10 ans, mais peut-être que pendant les 10 ans qui viennent, on peut faire un max de revenus, donc il faut peut-être la vendre. Et donc le sujet, c'est de se dire ouais, mais dans 10 ans, on sera ridicule. Donc commençons par l'offrir parce que nous serons disruptifs aujourd'hui, et puis d'inventer des choses comme ça. Donc on s'oppose un peu là-dessus, mais après, on essaye de laisser une énorme liberté à ces équipes. Et moi, mon vrai job, c'est d'être avec elles pour essayer de créer, d'inventer ça. Votre cellule R&D, si on compte tous les salariés qui s'occupent de la R&D à Free, c'est combien de personnes ? C'est parce que vous en avez un peu partout, mais on va loin. Si vous voulez, par exemple, si vous prenez notre réseau mobile, on a des équipements dans notre réseau mobile que l'on a fait nous-mêmes. Donc, on a une cellule de recherche et d'invention pour le réseau mobile. Mais donc, si vous le prenez à tous les bouts, donc on a sur la fibre optique, sur les box, enfin, on en a à plusieurs endroits. Mais je ne sais pas, c'est 50 personnes en 6-7 équipes. Vous avez une grosse équipe qui est celle de nos fabrications de box, qui est là une vingtaine de personnes. Et puis après, vous avez plein de petites équipes, mais qui peuvent être des équipes de 3-4 personnes pour aller disrupter ou tenter d'inventer des choses différentes, parfois pas vues par le consommateur, mais qui vont changer notre mode de fonctionnement et notre organisation. On a une autre spécificité, c'est que on a tendance à tout faire par nous-mêmes. Donc on n'a aucun logiciel acheté à des tiers. Donc tous les logiciels sont faits en interne pour l'entreprise. Alors, on a quelques licences de Word, d'Excel, ce genre de choses, mais c'est à peu près tous les seuls logiciels que nous avons. On est une boîte très technologique, on adore ça, et donc on adore contrôler notre produit d'un bout à l'autre. Donc le système d'information qu'ont les salariés de Free juste à côté d'ici, c'est un système d'information développé en interne. Leur système d'exploitation, c'est un système d'exploitation développé et modifié en interne. Donc on pousse très loin le sujet, mais parce qu'on est une boîte technologique et qu'on est très confortable avec ça et qu'on aime faire ça. C'est vraiment notre passion, en tout cas c'est ma passion, d'être capable de créer tous ces outils à tous les moments. Virginie Calmels, vous avez aussi une question justement sur le moteur de l'énergie de Xavier Niel. Ouais. J'aurais tendance à lui demander qu'est-ce qui le fait avancer, parce que Xavier Fontanet disait « l'argent n'est pas un moteur pour un entrepreneur ». Et en général, tous les entrepreneurs ne sont pas focalisés sur l'argent. Ça vient qu'après, si effectivement les choses se passent bien, mais ça ne peut pas être le moteur. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu l'as dit, tu as encore l'envie ? Où est-ce que tu l'appuies, cette envie ? Et peut-être, pour rebondir un peu sur ce que Christophe disait, par rapport à ton image, quand tu deviens effectivement, quoi qu'il en soit, un personnage connu, tu crées beaucoup d'appétit, d'intérêt et d'exemplarité. Donc beaucoup de gens, si tu veux, te valorisent, mais tu as aussi tes détracteurs. Parce qu'évidemment, quand on arrive sur le marché des télécoms, un peu, pas discrètement, puisque globalement, quand on prend 15% de part de marché en aussi peu de temps, c'est pas discret. Comment tu gères ça ? C'est-à-dire aussi le fait d'avoir des détracteurs et qui, du coup, s'attaquent directement à la personne, parce qu'on est dans un pays où la réussite est valorisée, mais souvent très jalousée et très critiquée. Alors, j'ai un premier élément de réponse là-dessus, c'est que moi, j'ai pas le sentiment d'être jalousé. Non, mais je suis habitué à entendre ce discours de gens qui ont réussi dans ce pays, qui vous disent la réussite est mal vue, gagner de l'argent c'est très mal vu, c'est limite pas bien et tout va mal. C'est pas la perception que j'ai. Je ne me retrouve jamais agressé. J'ai pas le souvenir d'avoir été agressé ou verbalement sur ces sujets-là. Et je pense que, pour paraphraser un auteur que j'aime bien, c'est que la France, elle est prête à avoir des entrepreneurs successful qui fonctionnent. Et je crois même qu'elle demande ça. Et si vous voulez, cet entrepreneur, il a juste besoin d'avoir un certain nombre de caractéristiques. Donc il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas acceptés parce qu'on va supposer que c'est une sorte d'entrepreneuriat héréditaire. Les parents étaient chefs d'entreprise, donc on va supposer que les enfants sont aidés ou ont été aidés par les parents et c'est ce type de sujet. Mais l'entrepreneur partant de zéro dans les secteurs technologiques, je crois qu'il est adoré en France comme il est adoré dans l'ensemble des pays du monde. Donc je n'ai pas cette perception-là et je pense que le créateur d'entreprise qui a créé sa propre entreprise, il n'est pas ennuyé dans ce pays et on ne lui conteste pas de gagner de l'argent, même beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelque chose
contester. Il y avait eu des critiques assez fortes sur le modèle de Free, justement en disant c'est du low cost de la part des concurrents. Comment justement... Mais c'est de la part de mes concurrents, j'espère. Attendez, si vous voulez l'apologie, ou que vos concurrents disent du bien de vous, moi je veux bien, mais c'est assez rare. Mais comment on je vais gère vous ces dire un critiques, truc. justement, comment on répond à ces critiques en disant, voilà, vous arrivez avec un nouveau modèle, on vous dit, vous faites du low cost, vous détruisez de l'emploi, comment on répond à ces critiques, justement? Écoutez, on a la notion du low cost, je l'entends depuis des années, je l'accepte, on a les plus beaux locaux à Paris de tous les opérateurs télécoms. C'est-à-dire qu'on a dans le 8e arrondissement un hôtel particulier, un jardin, un immeuble tout en verre autour. Allez dans nos boutiques, il n'y a pas de low cost chez nous. Ça n'existe pas dans le sens habituellement connu. On a la boîte la plus chère, la box la plus chère du marché, la plus haut de gamme, mais la plus accessible. Donc on n'est pas low cost, on est low price et bien géré. C'est ça notre perception du sujet. Et c'est pour ça qu'on marche, et c'est pour ça que les gens prennent nos produits et les achètent. C'est parce qu'on a un bon rapport qualité-prix. Et c'est ça notre vrai sujet. Maintenant que vos concurrents aient un discours parfois caricatural, moi j'aime la concurrence, et je pense que la concurrence sur tous les marchés, elle est importante. Si vous êtes seul sur un marché, vous ne faites plus rien, vous ne créez plus rien, et ce marché n'avance pas, et vous créez une rente de situation. Et toute forme de concurrence est importante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché des télécoms, tant mieux si demain on a des nouveaux concurrents. Après, quand vous êtes manager d'une entreprise, que vous ne contrôlez pas obligatoirement, ou vous avez des dettes ou ce type de sujet, vous êtes soudainement très orienté vers la génération de cash et moins vers ce que vous pouvez apporter à vos abonnés. Donc voilà, on a des différences de perception. Et encore une fois, la réponse de nos concurrents, elle n'est qu'à quelque chose que la réponse est quelque chose que nous avons mis en œuvre. Donc ils ont des propos absolument horribles, probablement plus horribles que ceux qu'on a pu tenir. Mais c'est le jeu, et c'est le jeu de cette concurrence, et on l'accepte comme ça. Et si vous regardez la concurrence dans d'autres pays, si vous regardez par exemple le marché américain sur les télécoms, vous avez un garçon qui est le dirigeant d'une société qui s'appelle T-Mobile, John Legere, regardez comment il parle de ses concurrents. En France, on reste assez gnangnan, assez soft. Mais j'aime bien cette concurrence, quand elle revient basée sur le produit ou sur l'offre. Je la trouve d'une manière générale assez saine, que vos concurrents vous critiquent. Ça me paraît le strict minimum. Puis à chaque fois qu'ils parlent de nous, ils nous font un peu de publicité, donc comment leur reprocher? Merci. On va aborder justement un autre sujet sur votre management Julien Parou, le PDG de Concours Mania, souhaitait approfondir justement les questions liées à votre management et puis aussi la manière dont les Bordelais pourraient travailler avec vous. Ce qui intéresse beaucoup la salle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais en fait plein de questions sur l'agilité et la manière de faire évoluer la société, la faire passer d'une TPE à une grande boîte, mais finalement on l'a abordé très souvent. Je voudrais peut-être revenir sur le démarrage d'une entreprise. Je vais vous couper tout de suite. Moi, je ne vois pas la différence entre une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et une boîte qui fait 4 milliards ou 4 milliards et demi. Je ne vois pas la différence. Alors je sais qu'on va vous dire, vous allez voir, quand vous allez dépasser 50 salariés, ça change tout. Pas vu. Vous allez voir, quand vous allez dépasser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça change tout. À l'époque, c'était en francs, pas vu. Quand vous allez dépasser 1 milliard, ça change tout, pas vu. Donc bien sûr que la structure s'adapte et s'organise, mais je ne vois pas de différence entre ces différentes tailles de structure. Et parfois, j'ai vu des entrepreneurs, non, on n'a pas envie de trop grossir, parce qu'après, ça va être compliqué. Moi, un entrepreneur qui n'a pas envie de trop grossir, qui change de job, quoi. C'est autre chose, il y a plein de trucs sympas pour lui. Justement, à ce propos, les personnes qui vous ont accompagné au départ de la création de l'entreprise, puis à chaque étape, ça a forcément été des personnes agiles, qui ont été complètement en phase avec les projets. Comment vous avez géré parfois la difficulté qu'on peut avoir sur certaines personnes qui se disaient finalement, je préférais la boîte avant, je préférais la société comme je la connaissais. Tout le monde préfère. Hier, c'était mieux. Vous avez géré ça? À chaque fois, il y a un truc, mais je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà constaté, c'est qu'à chaque fois qu'on déménage, tout le monde trouve que c'était mieux avant. Donc, vous déménagez, vous avez un truc super, c'est vachement mieux, mais c'était super mieux avant. Et je pense que dans une mairie, ça vous arrive souvent, vous construisez un truc 100 fois mieux, et les gens vous disent c'était mieux avant. Okay, bon, mais ça, je crois que c'est dans notre envie ou notre peur du changement qu'on prend comme ça. Après, on a toujours essayé d'avoir une égalité de droits et de devoirs avec les gens avec lesquels on a réussi à s'associer, principalement au sein de l'entreprise et à progresser. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai été associé toute ma vie. Je suis actionnaire je crois, d'un peu plus d'1 millier d'entreprises dans le monde entier, avec des gens plutôt en financier. J'en exploite, je sais pas, une petite quinzaine. Je suis dirigeant dans mon sens du terme dirigeant, mais dans une quinzaine d'entreprises. Et
j'ai toujours été associé. Donc l'association, pour moi, c'est on se retrouve et qu'est-ce qu'on est capable de s'apporter mutuellement et comment on est capable d'avancer en faisant quelque chose. J'ai toujours été ravi d'être associé et j'espère continuer d'être associé avec plein de gens pour des siècles et des siècles, pour des dizaines d'années. Une question sur un point. On a dans la salle, je pense, pas mal de créateurs d'entreprises, de créateurs de start-up. Et Bordeaux, d'ailleurs, est une ville où il y a un taux de création de start-up qui est assez exceptionnel, parce que c'est un des meilleurs endroits pour monter une start-up, je pense. On a plein d'atouts ici. Par rapport à cette création, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner, que vous donnez déjà, ou que vous pourriez donner ici à des créateurs de start-up, ceux qui veulent se lancer ou qui sont en démarrage? Juste pour situer, Julien Parou est aussi président de Bordeaux Entrepreneurs, donc c'est quelqu'un qui aide justement aussi les entrepreneurs localement. Non, je crois qu'il y a un élément super important qui est vraiment game changer, c'est d'être capable d'avoir à un instant donné des succès visibles. Et que le succès visible entraîne d'autres succès visibles. Donc le mérite de la Silicon Valley, typiquement, c'est pas le climat, c'est pas la simplicité pour y créer sa boîte, c'est horrible, c'est pas la fiscalité, c'est une des pires au monde, c'est pas le coût du travail, c'est 2 ou 3 fois les salaires d'ici, c'est rien de tout ça. C'est le fait d'avoir eu à un moment des succès qui attire ou qui donne envie à d'autres personnes de venir, de créer et de se développer. Donc le succès entraîne le succès, et ça marche et ça progresse, et c'est assez sans fin. Pour avoir ça, il faut avoir un environnement qui soit sympathique et plaisant, et que tout ait été mis en œuvre pour avoir cet environnement qui donne envie de créer sa société. Au-delà de ça, le conseil, c'est encore une fois, la responsabilité, elle est nôtre, elle est celle des médias, de parler, d'expliquer, de capable de montrer ses succès pour donner envie à des jeunes de le faire. C'est d'être capable d'expliquer à des jeunes que le monde dans l'emploi, l'emploi en France, c'est pas quelque chose de fantastique, ça peut être dur de trouver un job et que créer son job, c'est la garantie d'en avoir un. Que l'échec en France est quelque chose qui est possible aujourd'hui, qui n'était pas possible il y a 30 ans. 30 ans, vous aviez fondé une société, elle déposait le bilan, vous étiez fini, vous étiez mort. Aujourd'hui, vous pouvez vous planter, recommencer, et on va même trouver dans un certain nombre de cas, et ça arrive en France, que s'être planté une fois, c'est plutôt bien, parce que vous savez exactement les bêtises qu'il ne faut pas faire. Donc on estime aujourd'hui que c'est devenu un atout, et les lois ont été changées pour que le failli ne soit plus la personne horrible qui pouvait exister il y a plusieurs siècles. Donc on a des environnements qui fonctionnent, il faut parler, il faut être capable de s'exprimer, il faut faire comprendre aux gens que créer son entreprise, c'est quelque chose de très simple. Vous avez des lois super, notamment sur le statut d'auto-entrepreneur. Il pose probablement un certain nombre de sujets légaux et fiscaux, mais ça permet de créer son entreprise comme ça, super simplement. Et donc créer une société, ça n'a rien de magique, et c'est pas le fait de créer une entreprise qui est important, c'est d'être capable d'avoir une bonne idée dans un marché et d'être capable de faire bouger ce marché d'une manière ou d'une autre pour avoir un succès. Donc c'est ça la vraie chose importante. Et maintenant, il y a quelque chose que l'on n'a pas en France, et moi le premier, c'est qu'on n'a pas été capable de penser global, pas capable de créer directement des entreprises à une échelle mondiale. On continue en France de créer des entreprises super locales. Alors on commence à avoir des succès globaux, je vais vous citer les banalités habituelles, Criteo, Blablacar, voire Sigfox à Toulouse, enfin des sociétés qui sont en train de naître, d'émerger, de se développer. Donc on commence à avoir des entrepreneurs qui pensent globalement, mondialement. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas cet élément-là, et donc c'est vraiment une des choses à répéter, c'est que plutôt que faire ton produit en français, fais-le directement en anglais, puis fais une version française derrière, n'affiche peut-être pas tout de suite ton adresse en France, sois un peu plus anonyme sur le lieu où tu es, parce qu'il y a une sorte de mode à ce qu'un produit, pour qu'il fonctionne, il ne soit pas à certains endroits. Ok, soyons ringards et faisons ça et suivons ça, mais pourquoi pas si ça m'aide à fonctionner. Mais soyons capables de mettre en place des recettes pour avancer et que ça fonctionne. Mais je pense que l'élément important, c'est d'être capable d'avoir des exemples, d'être capable de parler, d'être capable de discuter, de voir des élèves, de voir des jeunes, et de leur expliquer qu'il n'y a pas qu'une voie dans la vie, qu'il y a des voies multiples et qu'on peut changer de voie si on se trompe. Et c'est important parce que créer son entreprise, c'est créer son job. Dans les sociétés que vous accompagnez, j'ai entendu 1000 entreprises, c'est génial. J'ai 30 ans de passé, c'est pas au mérite, c'est à l'ancienneté. Alors 1000 boîtes, alors bien évidemment, on va pas regarder tous les secteurs parce que je pense que c'est compliqué de tout recentrer, mais est-ce qu'il y a des thématiques qui vous portent, qui vous intéressent aujourd'hui? Est-ce que c'est des sujets en particulier? Moi j'aime bien quand c'est très technologique, ça c'est mon sujet, mais j'aime bien ce type
de points. J'aime bien tout ce qui est tout ce qui est le moment de la création, c'est-à-dire que le moment où il y a une idée, et cette idée va rencontrer ou ne va pas rencontrer un public, et d'essayer de comprendre si elle va rencontrer ou pas un public, et donc d'accompagner quand elle rencontre un public. Donc c'est vraiment le moment que j'aime bien. Après les thématiques, il y a des notions de mode, mais vous le savez, vous avez régulièrement un produit à la mode, et vous avez dans le monde des milliers d'entrepreneurs qui copient le produit qui vient d'exister. Donc en général, soit vous êtes là sur celui qui l'a inventé, soit sinon c'est un petit peu plus dur d'être avec les copieurs. Et voilà, mais les thématiques changent. Vous avez eu la grande mode des réseaux sociaux, donc on recevait 20 dossiers par jour du réseau social pour vos animaux domestiques, etc. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses, qui étaient peut-être des bonnes idées, mais il y en avait un qui l'avait déjà fait et qui n'a pas été un très grand succès, donc c'était pas super. Mais voilà, mais vous avez des modes, donc on essaye d'y échapper, on n'y arrive pas toujours. Ça s'appelle Yumi Pets et c'est à Bordeaux. Comment ? Ça s'appelle Yumi Pets, le réseau social pour animaux, et c'est à Bordeaux. Ouais. J'espère que c'est celui qui marche. Voilà. Souhaitons-lui. Mais voilà, mais c'est d'essayer d'être... Et je ne connais pas... Donc je ne veux rien dire de problématique dessus. Parce que après je vais me faire agresser. Je me dis, je me fais jamais agresser, mais les gens... C'est un très beau projet. Voilà, mais je ne veux pas m'agresser à la sortie. Mais parfois, c'est tellement mieux d'être capable, même quand on est dans un secteur où il y a un concurrent, d'être celui qui entraîne le reste du secteur et non pas celui qui le suit. Donc c'est être capable d'imaginer ou de penser les choses d'une manière différente. Est-ce que vous voyez des différences dans les entrepreneurs français par rapport à des entrepreneurs anglais, allemands, américains, israéliens, partout en fait hein? Moi, je les trouve super bons, mais je suis peut-être pas objectif. C'est parce que mon anglais est tellement mauvais que je les comprends mieux. Donc, mais non, moi, je les trouve super bons. Je trouve qu'on a des super entrepreneurs en France. La banalité, quand vous êtes à l'étranger, c'est de dire que le mot entrepreneur, c'est un mot français utilisé dans le monde entier. Donc, ça marche à chaque fois. Ils adorent. En plus, vous le dites avec un accent français, ça les impressionne. Mais donc, c'est un vrai sujet qui est important. Je pense qu'on a ça. Nous, en France, on a cette capacité ou on a ça dans nos gènes. Cette envie de créer son entreprise, de se prendre en charge et de faire quelque chose. C'est très éloigné de l'image qu'ont les gens à l'étranger, mais ça existe. Après, localement, vous avez des marchés qui sont adaptés. Typiquement, les startups plutôt financières, c'est à Londres. Plus qu'aux États-Unis aujourd'hui. Si vous voulez créer ça s'appelle une fintech, vous avez une place magique qui est Londres. Sans raison, hein, vous n'avez pas spécialement d'avantage à créer une fintech à Londres. Donc, localement, à certains endroits, vous avez des sites qui se créent sur des sujets spécifiques. Mais écoutez, je crois qu'à chaque endroit, vous avez des bons entrepreneurs. Vous avez parfois un écosystème qui peut simplifier un petit peu. Dans d'autres cas, vous avez un écosystème qui peut bloquer un petit peu. Je suis actionnaire de super startups au Pakistan. Je sais que ce n'est pas l'endroit où, naturellement, on va imaginer qu'il y a des super startups. Vous avez des tonnes de startups hallucinantes en Chine. Maintenant, ça se sait, mais pendant des années, quand on investissait en Chine, on a une startup qui vend de la bière en Chine, de la bière européenne en Chine. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Et donc, c'est capable d'inventer des systèmes complètement différents à des endroits donnés, avec des entrepreneurs locaux capables de s'adapter à leur écosystème. Typiquement, bien évidemment, dès que vous êtes dans des pays plutôt riches, vous avez plus d'entrepreneurs qui ont une éducation parfois un peu différente, qui pensent plus globale. Je dis toujours quelque chose, c'est qu'il est beaucoup plus dur d'aller créer sa start-up dans la Silicon Valley qu'à Bordeaux. Enfin, vous avez un écosystème en France qui est d'une aide fantastique, qui est l'accumulation de textes parfois complexes, mais fantastiques. Je vais vous citer un exemple qui n'existe qu'en France, et vous pouvez le trouver, on peut l'inverser et trouver que c'est un exemple négatif, mais on peut percevoir des allocations chômage et être créateur de son entreprise. Donc on peut être payé par l'État ou par la société et être créateur de son entreprise. Ça existe nulle part dans le monde, ça. Nulle part dans le monde. Si vous cherchez des aides, vous avez un nombre d'aides en France colossal. Vous avez un organisme public qui s'appelle la BPI, qui est investisseur dans un nombre de startups fantastiques, qui apporte des fonds à la création d'entreprises dans des volumes énormes, et qui doit être le plus gros investisseur dans les startups au monde. C'est possible que ce soit la BPI. Donc vous avez un écosystème qui fonctionne ici, qui marche ici. Vous avez une fiscalité qui n'est pas hallucinante, et on pourra revenir dessus. Donc en général, quand je dis ça, j'ai 50 SMS de me dire « t'as encore dit que la France est un paradis fiscal ». Je rajoute pour les entrepreneurs, attention, pour les entrepreneurs, je ne dis pas que le système est parfait, il y a des
tonnes de bêtises. Si vous prenez un impôt qui n'est pas probablement le plus constructif, qui est l'ISF. L'ISF, le problème, c'est pas tant pour les gens qui sont en France. À la limite, ils acceptent de le payer et ils sont là encore. Très bien. C'est pour tous les gens qui viennent de l'étranger, qui ne viennent pas en France, qui ne viennent pas vivre en France, parce que cet impôt est pour eux effrayant ou insupportable. Et eux ne viennent pas ici, ne viennent pas dans ce pays, ne viennent pas dépenser leur argent dans ce pays, ne viennent pas investir dans ce pays. Donc c'est en ça où cet impôt est contre-productif. Et je le pense. Donc la fiscalité n'est pas parfaite. Mais si je suis entrepreneur et que je suis en France, la fiscalité de la création d'entreprise, elle est plutôt pas mal. Je vous la rappelle, impôt sur les plus-values, si vous créez votre entreprise, après 8 ans, c'est 23%. Ça reste pas mal. Si vous reprenez la Californie, la Silicon Valley, on est au-dessus de 40% sur la fiscalité de ça. Et les salaires des ingénieurs sont beaucoup plus importants aussi là-bas, évidemment. Les salaires des gens techniques, c'est 3 fois le formés en France, et les gens qui font du logiciel en France sont mieux formés qu'aux États-Unis. Ils ont un niveau supérieur. Vous avez une douceur de vie qui est plus sympa. Quand vous associez avec des gens, vous associez au bout de 2 heures, ils ne s'en vont pas créer la même boîte en vous piquant votre idée. Vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez si vous êtes créateur d'entreprise. Ici, à Bordeaux, vous avez beaucoup plus de chances que des gens dans la Silicon Valley. Alors bien évidemment, l'image de la Silicon Valley est très supérieure, mais la réalité n'a rien à voir avec la perception qu'on peut avoir. Créer une entreprise ici, c'est beaucoup, beaucoup plus simple et on est beaucoup plus encadré, entouré. Alors, donc vous pouvez me retourner le truc, on est un pays d'assistés, tout ce que vous voulez. Écoutez, s'il s'agit d'assister ou d'aider à l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une aide plutôt saine. Une question qui peut rapporter gros, comment on fait justement si on est une start-up là dans la salle, qu'on a une bonne idée, qu'on veut travailler avec vous ? À la fois, peut-être vous avoir comme financer, vous voulez actionnaire. dire travailler ou financer ? Alors travailler à la fois, vous avoir comme actionnaire pour que ça fasse 1001 entreprises à votre actif ou aussi travailler avec Free. Alors, comment on fait ? Le premier élément, c'est qu'on a créé, avec un certain nombre de camarades, une société qui s'appelle Kima Venture. Alors, on est très fiers parce qu'aux États-Unis, on nous dit qu'on est l'investissement angel le plus actif au monde. Donc, j'espère qu'on va continuer de conserver ce titre. Et donc, on a un site web qui s'appelle le site de Kima Venture, mais qui est en général assez connu, sur lequel on reçoit une 50aine de dossiers par jour du monde entier. C'est beaucoup. Et on fait à peu près 2 dossiers d'investissement par semaine. Et dans plusieurs pays, on a des gens qui sont des partenaires qui prennent ces dossiers localement ou de manière transversale en fonction du secteur, qui les regardent, qu'on sélectionne un certain nombre, et puis au bout, on échange quelques emails, et puis nous faisons ou nous ne faisons pas. Voilà comment on travaille, et puis on fait ça depuis des années. On en a fait une centaine l'année dernière, j'espère qu'on en fera un peu plus cette année. On continue de le faire avec des succès, avec des échecs, mais au bout... ça marche plutôt bien et moi je suis plutôt content de faire ça et c'est assez plaisant parce qu'on voit des projets, on les connaît, on avance, on fait ça depuis la France avec une société française, donc je vois parfois des fonds français avec qui on co-investit qui ne sont pas en France, je ne sais pas comment ils font. On s'en sort très très bien en France, on est ravis de ça. Après chez Free, vous avez des besoins divers et variés, assez larges. Donc si vous voulez, qui vont des gens qui doivent s'occuper de l'entretien de notre immeuble à côté à des gens qui fabriquent nos équipements. Donc c'est des métiers extrêmement différents. C'est assez classique. En fonction des sujets, on a des acheteurs locaux ou à une échelle nationale qui font ça et qui avancent. Je ne suis pas sûr qu'on soit très différent d'une autre entreprise. Encore une fois, sur les sujets techniques, on sous-traite très peu, on adore tout faire en interne. Après, on est une entreprise normale avec ses besoins et c'est un fonctionnement plus classique, pourrait nous laisser penser ce qu'a dit Virginie tout à l'heure, malheureusement sûrement, mais assez classique. On va évoquer justement votre vision du monde des technologies avec Christophe Charles, qui était donc l'un des fondateurs avec ses 2 frères de Cdiscount. Et qui a aujourd'hui justement lancé une start-up qui s'appelle Image Corp et qui est déjà leader de l'impression à la demande. Donc c'est à partir de Fab Labs dans des corners, dans des magasins Carrefour. Il y en a 3 pour l'instant, dont un à Mérignac, mais il y en aura beaucoup plus très bientôt. Il voulait vous interroger justement sur votre vision des télécoms, sur comment ce marché va évoluer, comment vous allez vous positionner. Est-ce que vous allez à nouveau, par exemple, casser les prix ? Je laisse la parole à Christophe Charles. Bonjour à tous. Oui, effectivement, l'idée c'était de comprendre comment vous créez votre stratégie en fait. Jacques-Antoine Granjon dit souvent qu'il a une stratégie à 20 ans. Est-ce que vous avez une stratégie à 20 ans ou non ?
Jacques-Antoine est beaucoup plus intelligent que moi. Moi, j'essaie d'avoir une stratégie à 4-5 ans, Ouais. et c'est déjà pas mal. Non, enfin, on essaye de comprendre comment évolue la société, comment la consommation puisque là on est plutôt dans les télécoms, comment la consommation des télécoms va évoluer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense que la facturation de la voix, elle va disparaître, et elle a déjà quasiment disparu. Donc on essaie de comprendre quelles sont les grandes tendances et comment vous allez consommer demain, comment vous allez consommer vos télécoms, et qu'est-ce qu'on est capable de créer en avance de phase pour en tirer un avantage commercial. Typiquement, c'est ça. Hein. Donc là, vous savez, vous allez pour 1 an, pour 2 ans Oh non, ça, on n'est pas comme Jacques-Antoine, mais quand même, on essaye d'aller un peu plus loin. Non, on a des phases de fabrication d'équipements de type box qui sont des phases de 4 ans. Donc, si vous voulez, on est en avance de phase de 4 ans, en essayant d'imaginer des choses. On se trompe parfois, on a parfois de la chance, et puis on essaye d'avancer comme ça. Et donc, on a une vision à quelques années de comment on évolue et comment les télécoms avancent d'une manière tarifaire, d'une manière en termes de produits, en termes d'offres. Et donc on essaie d'avancer avec ça et de définir ça. Et quand même, c'est quelques mois avant le lancement d'un produit que la dernière virgule est mise, et cette dernière virgule, elle est souvent très importante par rapport à ce qu'on a écrit au premier jour et ce qui sort 4 ans après. Il y a quelques petites virgules. Mais on a des sujets sur lesquels on n'a pas bougé. Typiquement sur les tarifs du mobile, un jour on a fixé un prix en se disant voilà un juste prix tenable sur la durée, comment on est capable d'être intelligent avec ça, et voir même sur ce prix comment on est capable à un moment de remettre une révolution à un autre moment plus tard après le lancement tarifaire. Donc comment on est capable de penser ça? Ben on le fait, on le met en œuvre et on déroule. Alors après, le prix, un directeur financier va vous dire il n'est peut-être pas assez haut, peut-être, mais on fixe un prix, ce qui nous permet d'avoir un marketing du prix unique. Et ce marketing du prix unique, les gens s'en souviennent et ont un référentiel prix qui permet, enfin, ils ont une sorte de truc à un endroit dans une jungle de prix différents où on sait que là, c'est tel prix pour ça, et puis dans lequel on m'en rajoute régulièrement. Et donc tout notre marketing fonctionne là-dessus après, mais le produit est pensé en amont, pas à 20 ans, à 4, 5 ans, 5 ans c'est loin déjà. Vous dépendez aussi des acteurs majeurs, Samsung, Apple, forcément dans votre stratégie, puisque c'est l'outil qu'utilisent vos clients. Donc ça, vous en prenez en compte, vous suivez les keynotes en permanence. Les opérateurs télécoms ont été super mauvais, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous abonniez chez un opérateur, et à un moment, on a changé le modèle, vous achetez un iPhone. Et donc les équipementiers, typiquement Apple, a mangé ce marché d'une partie de ce qui faisait l'importance de l'opérateur. Donc l'opérateur est devenu moins important et le terminal est devenu plus important. Donc on est devenu quelque chose qui soit plus une sorte de commodité. Donc on vend de la data et point. Donc on s'est fait manger un peu là-dessus, donc on a intérêt à suivre et à essayer d'être intelligent. Ça ne s'est pas passé dans le marché du fixe en France, c'est-à-dire que sur la ligne que vous avez chez vous, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on a eu l'intelligence d'inventer la box, de la créer, de la développer, de la faire évoluer, d'être en avance de phase par rapport à ce qui peut exister ailleurs sur le marché. Vous aviez une présentation d'un nouveau produit chez Apple pour la télé. Franchement, ça va aller, on va s'en sortir, quoi. On a eu le plaisir de voir Apple venir nous débaucher des personnes. On est un peu triste, mais on est aussi assez fiers de se dire, ok, pas mal. Donc on devait avoir des gens une personne. On est un peu triste, mais c'est pas grave, on apprend. Mais si vous voulez, là-dessus, on se sent assez confortable. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, dans le secteur du fixe, donc de ce que vous avez chez vous, on est le pays le plus évolué et le moins cher au monde. Donc on a l'espérance de penser, ou on a on a la croyance de penser qu'on y est au moins un tout petit peu pour quelque chose, au minimum, hein, parce qu'on n'est pas toujours très modeste, mais au moins un tout petit peu, et on pense que c'est important. Et vous avez quelque chose de fantastique chez vous pour un très bas prix. Vous ne le voyez pas, mais ce que vous avez chez vous, vous le paieriez dans les autres pays européens 3 fois ce prix-là, et si vous étiez aux États-Unis 4 fois ce prix-là. Donc on est avec une vraie différence de rapport qualité-prix sur ce qui existe dans vos foyers, ce qui a fait que la France est un pays extrêmement en avance au travers de ce qu'on appelle classiquement la télévision connectée. Mais la télévision connectée, c'est votre box reliée à votre télévision. Quelle est pour vous la prochaine révolution justement du marché ? Qu'est-ce qui va demain bouleverser ? On voit par exemple sur le secteur automobile, on se dirige de plus en plus vers des voitures sans la pilote. réponse, là, dans le monde des télécoms, qu'est-ce qui va bouger ? La réponse, d'une manière générale, sur toute l'économie, elle est assez simple, c'est de dire qu'il n'existera plus, et encore une fois, hein, c'est des banalités que je vous dis là, mais il n'existera plus à une génération aucun produit qui existe qui ne soit pas connecté ou interconnecté à un réseau. Donc typiquement, même cette table sera connectée ou interconnectée pour savoir où elle est, pour faire ou inventer des tonnes d'applications qu'on ne peut pas inventer, mais qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mais ça sera tellement peu cher et ça apportera tellement de choses
que tout sera connecté sans limite. Donc on part de cette chose qui est simple, et puis après on essaye de voir comment on avance là-dedans. Donc après on essaye de simplifier et d'imaginer. Donc je vais prendre un exemple concret, ce que j'ai dans mes poches. Donc bien évidemment, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mes poches? J'ai de l'argent ou un moyen de paiement, j'ai des clés, et j'ai un smartphone. Voilà, j'ai 3 trucs. Lequel gagne au bout? Smartphone, je pense. Donc typiquement, mon moyen de paiement, tous mes moyens de paiement vont rentrer dans mon smartphone, et tous mes moyens d'accès au lieu, pardon, ma carte aussi pour rentrer au bureau, mais c'est une clé. Et tous mes moyens vont rentrer dans mon smartphone. Donc si vous voulez, le constat ou le truc, il est super simple. Mais c'est maintenant pour l'opérateur télécom qui voit ça, comment il est capable d'être intelligent et de participer d'une manière ou d'une autre à la création de valeur engendrée par ce que je viens de vous décrire, qui est d'une banalité horrible. Mais comment on arrive à aboutir à ça et comment on arrive à amener ça? Ça, c'est un premier élément, mais ensuite, vous déclinez cet élément à plein de choses, et vous voyez que l'opérateur mobile, au travers d'un smartphone intelligent, remplace ou est capable de remplacer énormément de choses. Donc je vous redonne une banalité. Vous avez 10 télécommandes chez vous, c'est infernal, ça se mélange, ça ne marche pas, ça traîne. À un moment, si on est capable d'être intelligent, ça peut être votre smartphone. Ça commence, mais aujourd'hui, c'est mal fait. Et donc, si vous voulez, vous avez des tonnes d'usages qui sont là, et pour l'opérateur, c'est être capable d'amener le réseau à être intelligent pour répondre à toutes ces idées que l'on peut avoir. Et puis sur le fixe, c'est une autre chose. On pense que c'est un flux que l'on amène dans votre foyer. Vous aviez l'eau, l'électricité, le gaz. C'est des flux absolument nécessaires pour vous nourrir, pour vivre. Ces flux sont absolument nécessaires. Et on vous a rajouté un flux, c'est un flux de données. Et il faut faire passer les choses dont vous avez besoin, ou être capable d'inventer les choses dont vous avez besoin au travers de ce flux. Donc, on est assez fiers parce qu'on a inventé le concept de box, qu'on nous prête cette paternité, donc on en est assez fiers. Mais l'idée, c'était quoi à l'époque? C'était de dire, on a amené chez vous un nouveau flux, une sorte de flux comme l'électricité, mais malheureusement, vous n'avez pas d'usage. Donc on invente la box qui va vous transformer le flux de données que l'on amène chez vous en un certain nombre d'informations, le téléphone, la télévision, et en fait, on va vous donner l'usage. Donc ça avait été comme si EDF, un jour, pour vendre son électricité, avait inventé la machine... Elle s'était mis à distribuer des machines à laver. Donc c'est un peu la même chose que l'on fait et qu'on a été capable de faire très bien, parce qu'on l'a inventé, mais après c'est collectivement l'ensemble des opérateurs en France qui ont été capables de le faire intelligemment et de développer ce marché. C'est super. Donc on repart avec tous ces éléments et puis on continue d'avancer, on essaye d'inventer des choses. Si je connaissais la prochaine très grande révolution, je serais très fier déjà. Ne vous demandez pas dans 20 ans. Non, même à 5 ans ou même à 3 ans. Mais on essaye d'avancer en essayant d'être disruptif, de voir les choses, de ne pas les préannoncer, parce que comme ça, si on annonce un truc trop en avance, si on se trompe, on a l'air ridicule. Quand on l'annonce juste avant, on a moins de chances d'être ridicule. Et puis de faire que ça fonctionne et que ça rencontre un public, parce qu'une très belle invention qui ne rencontre pas un public, ça n'a pas un grand intérêt. Donc Dernière question, Christophe. Oui. Free va sortir un smartphone un jour ou pas? On a travaillé sur des sujets comme ça, essayer de créer notre propre smartphone. On n'était pas assez bon et donc pas suffisamment disruptif. Après, l'avenir, c'est long. Et comme je vous ai dit, on adore faire de la technique et de la technologie. Allez savoir peut-être un jour. Mais déjà, même si on le lançait demain, je ne vous le dirais pas. Ça, c'est la première réponse. Et le deuxième élément, sur le passé, le constat du passé, c'est qu'on n'a pas été bon. On a eu des petites équipes, peut-être là trop petites, pour une fois, c'est pas notre habitude. Vous avez des super smartphones alternatifs qui existent, de gens qui ont créé leur entreprise, qui créent des smartphones avec un super rapport qualité-prix, je ne sais pas si ça vous dit, le OnePlus ou des trucs comme ça, qui sont des super smartphones et des gens qui ont été capables d'inventer des choses disruptives. Ça, c'est sur la partie qualitative. Et puis après, vous avez le sujet de l'entrée de gamme. Aujourd'hui, on trouve des smartphones avec un petit écran 4G à 70 €. Il faut essayer de passer en dessous de 50 € pour rendre le produit le plus accessible possible. Donc il y a un travail de ces deux côtés à faire, qui est bien fait plutôt par un certain nombre d'entreprises. Mais aujourd'hui, le monde n'est pas qu'Apple. Apple est archi-dominant en termes de perception et d'image. C'est autre chose. Et on a des startups qui se créent dans ces marchés-là pour aller créer des trucs pas mal et plutôt plaisants. À l'international, donc vous avez failli attaquer le marché américain. Est-ce que ça va revenir? Alors vous n'allez pas me dire le marché américain. Visiblement, j'ai un concurrent qui hier a bien bossé, donc il faut le féliciter déjà, en achetant un deuxième câble opérateur aux États-Unis. Donc ça marche, pas mal. Bien sûr, c'est possible.
Non. Enfin, si vous voulez, on a un marché, le marché des télécoms en France, c'est en fonction de comment vous regardez, qui est entre 30 et 40 milliards d'euros. Sur ce marché-là, nous, on n'adresse pas le marché des professionnels, on n'adresse que le grand public. Donc on réduit encore le marché. Et puis il y a plein de bouts du marché que l'on ne va pas chercher volontairement et délibérément. Donc on a encore un peu de boulot en France, mais si vous voulez, on représente entre 10 et 15% en termes de valeur du marché. En part de marché, on est très au-dessus, mais en termes de valeur, on représente 12-13% du marché, quelque chose comme ça. Donc localement, on a encore de la croissance possible et on faisait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc quand j'entends le chiffre, je dis que ça. Non, en fait, j'oublie parce que moi, je suis déjà sur les chiffres d'après. Mais donc on est là-dessus avec cette croissance-là et avec cette volonté de croissance ici. Après, à un moment, on n'aura plus de croissance ici et la volonté naturelle, c'est d'être capable de se déployer, de se développer sur d'autres marchés, donc d'étendre notre capacité à se développer. Vous avez une chose un peu spécifique dans les télécoms, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs. Et on a une chance énorme, c'est qu'en France, on a énormément d'entrepreneurs. Donc on nous parle toujours de la France qui va très mal, mais vous avez en France 4 opérateurs, dont 3 avec des entrepreneurs. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et ces entreprises, toutes les entreprises de télécom françaises, se développent à l'international, de manière différente, mais toutes, achètent des actifs à l'international et se développent et se déploient. Et si vous voulez, on est en train, au départ de la France, par des coïncidences, et je pense savoir quelle est la coïncidence, et je vous la donnerai après, on est capable d'aller investir partout, grâce à ces entrepreneurs, mais même Orange. Orange se développe en Espagne aujourd'hui, brillamment, et on est capable d'aller étendre notre empreinte. Et donc vous avez un métier qui, au départ de la France, se développe, prend des parts de marché et grossit au niveau mondial. Il y a des boulimiques dans l'eau. Voilà, on a tous des perceptions et des visions différentes. Certains ont une vision plus financière, d'autres plus disruptive, d'autres plus de création d'un groupe. Chacun a une vision différente. Mais au bout, ça fonctionne. Et je pense que ce qui permet cela, c'est que le marché français des télécoms a été extrêmement dur et compétitif. Et donc les acteurs ont appris à gérer ces actifs d'une manière différente. Le marché français a des opérateurs télécoms gérés d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, bien mieux que les autres actifs télécoms dans le reste du monde. Et ce qui permet, ce savoir-faire français, ce qui nous permet de prendre le contrôle d'acteurs à l'international, de les gérer et d'augmenter la marge de ces acteurs internationaux parce que nous avons ce savoir-faire là. Et je pense que cette compétition locale nous donne un avantage mondial énorme. Mais pourquoi, assez bizarrement, on pourrait imaginer que vous allez vous étendre, qu'il y ait un Free Espagne, un Free Italie, assez plus facilement qu'aller aux États-Unis. Et tout le monde va aux États-Unis. Parce que pourquoi vous il n'y a pas un développement naturel sur l'Europe? Parce que vous avez le marché le plus mal géré au monde et le moins compétitif au monde. Vous ne pouvez pas nous reprocher de regarder la facilité, parfois, un peu. Non, parce que vous avez un marché... de s'étendre en Europe que de s'étendre... Non, mais reprenez simplement l'opérateur qui a acheté hier Altis aux États-Unis. Vous avez un opérateur qui pratique des prix 4 fois supérieurs au prix français et qui a une marge d'EBITDA de 28%. Nous, notre marge d'EBITDA en France, elle est supérieure à 40%. Prix 4 fois supérieur et marge presque 2 fois inférieure. Pas tout à fait, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et pourtant, c'était une entreprise aux États-Unis détenue par une famille entrepreneuriale, mais vous aviez un mode de management. J'ai vu hier Patrick Drahi qui disait qu'il y a 300 salaires dans cette société de plus de 300 000 euros. Vous êtes dans un groupe qui a peut-être grossi avec le temps et où les salaires sont peut-être devenus parfois disproportionnés avec l'entreprise, son fonctionnement et son développement. Alors après, on peut changer parce que les différents entrepreneurs qu'on peut avoir en France qui vont à l'international peuvent avoir des visions différentes de ce qu'ils peuvent vouloir faire sur un actif, mais vous avez quelque chose qui marche, qui fonctionne et un savoir-faire qui est là. Vous parlez des États-Unis, Orange vient de faire une acquisition il y a quelques mois importante en Espagne. Oui. Attendez, vous verrez, il y en aura d'autres en Europe qui vont se passer. Personnellement, à titre personnel, j'ai investi dans certains opérateurs européens. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas une magie ou un Eldorado unique. Mais après, chacun, à un endroit donné, avec son savoir-faire, a envie d'aller à des endroits différents. Et puis, je crois que parfois, les entrepreneurs locaux en France ont tellement souffert qu'ils n'ont peut-être pas envie de se retrouver à l'international.
Moi, je suis exploitant en Israël avec des associés. On a un autre opérateur français qui est également présent en Israël. Je vous promets, c'est pas mal aussi. C'est assez tendu, Israël. C'est une vraie compétition, une vraie concurrence, peut-être même encore plus importante qu'en France. On va changer de sujet, Xavier Niel, parce qu'on dérape un tout petit peu là sur le temps. On va revenir avec vous sur votre côté entrepreneur justement investi dans le tissu social et économique, avec notamment l'école 42 que vous avez créée il y a 2 ans, où là justement vous formez au code des informaticiens, des jeunes qui n'ont pas réussi à l'école, et vous les prenez, vous leur faites faire des tests, et pendant un moment, voilà, vous les prenez dans l'école pour en faire des vrais ingénieurs informaticiens. Donc Philippe Barr, qui est le fondateur de Darwin, voulait revenir sur cette expérience avec vous et puis voir justement comment ça fonctionne, les enseignements que vous en tirez. Bonjour. Oui, je voulais aborder ce sujet parce que vous avez fait un choix avec Nicolas Sadirac également, qui est le choix de la pédagogie inversée. Et je voulais avoir un petit peu votre sentiment. Vous l'avez choisi sur une dynamique d'enseignement supérieur, même si vous prenez des gens qui n'ont pas le bac. Et donc, on est véritablement dans ce que vous présentiez tout à l'heure sur une approche un petit peu, là aussi, disruptive, finalement. Est-ce que vous pensez que ce type de pédagogie, il est nécessaire de véritablement la déployer beaucoup plus largement ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous en termes de potentiel, notamment pour des gens qui sont pas dans le moule, comme vous disiez tout à l'heure, des enfants qui sont différents? Est-ce qu'on peut imaginer de déployer ça aussi plus largement sur le primaire et sur le secondaire? Et est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? Je crois que vous avez 1700 jeunes, hein, c'est ça, aujourd'hui Combien dans l'école. 1700. Hein. Un tout petit peu plus. Mais je vais vous expliquer, je vais essayer de faire ça en 1 minute 30. Alors, c'est simple. L'idée de 42, c'est de dire, on est dans un endroit, où que vous alliez dans le monde, vous trouvez toujours des ingénieurs qui font de l'informatique, les gens qui font les logiciels français. Donc, soit on a ça dans nos jeunes, soit on a des bonnes écoles. Premier constat. Deuxième constat, on manque de personnes qui ont ce savoir-faire dans le monde entier. Alors, j'ai vu hier 70 000 en France. Tant mieux, peut-être plus, sûrement, mais on est sur des chiffres conséquents. À côté de ça, les jeunes qui sont bien formés ont été formés généralement par des écoles privées. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'écoles privées en France qui apprennent l'informatique aux jeunes, qui sont plutôt bonnes, mais chères, et donc accessibles à 10-15% de la population. Super. Donc c'est-à-dire qu'il y a 15% de la population avec des études chères et peut-être des élèves, pour un certain nombre d'entre eux, moins motivés que s'ils y allaient spontanément et non pas aidés par leurs parents. On est déjà les meilleurs au monde. Essayons d'être intelligents, prenons ceux qui ont réussi à créer ces écoles et qui sont les meilleurs, typiquement Nicolas Sadirac, Florian et Quam, et partons ensemble et essayons de créer une école complètement différente dans laquelle on va apprendre à des jeunes ce métier, ce savoir-faire de faire des logiciels informatiques sans rien leur demander de leur passé, sans savoir d'où ils viennent, sans s'interroger sur eux, mais juste en les sélectionnant. Et donc, tout le critère ou toute l'importance vient de la sélection. Donc, la sélection, comment ça se passe? On va sur le site web de 42, c'est une association, hein, on va sur le site web de 42, on joue à des jeux, on n'a même pas besoin de savoir lire ou écrire, et au bout, 80 000 personnes ont passé le test en ligne, 25 000 personnes arrivent au bout du test. Sur ces 25 000, on en prend 3 000, et ces 3 000 dont on sait qu'ils ont la chance d'avoir une sorte d'ADN de logique qui leur a été donné par leurs parents, ces 3 000, on va essayer de tester ensuite leur motivation. Et comment on va tester leur motivation? On va les prendre, et sur un mois, on va les faire bosser beaucoup, à peu près 450 heures sur un mois, soit 15 heures par jour pendant 30 jours. Et on va leur faire en un mois l'équivalent d'un programme de BTS dans ces sujets-là. Donc on va être archi présent. On va faire ça sans professeur, et on va les pousser à apprendre par eux-mêmes. Donc on va travailler sous un mode qui n'est qu'un mode projet. Et puis au bout, sur ces 3000, à la fin de ce mois de sélection, excusez-moi, on en prendra 1 millier à qui on paiera la scolarité, que l'on aidera à trouver un logement, et à qui on fera un prêt étudiant, parce que les prêts étudiants en France, c'est pas ce qui marche le mieux. Typiquement, Oseo est censé les garantir, mais Oseo n'a plus de budget. Donc conclusion, si vos parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens de vous aider d'une manière ou d'une autre, et les banques ne vous prêteront pas d'argent parce qu'elles n'ont pas de garantie de vos parents. Donc le truc marche pas. Donc voilà, donc on remplace ça. L'autre élément, c'est de se dire, et pour rester là-dessus, c'est que l'État n'a plus d'argent, typiquement, et que la société civile
et que souvent elle est engluée dans des complexités et un passé et que c'est dur de changer les choses, là où la société civile est à même d'avoir de l'argent et est capable de dépenser cet argent pour créer des choses pour aider le pays ou pour aider des jeunes. Et donc en partant de tout ça, bien, on a créé cette école. C'est un très grand succès. Les modes d'apprentissage sont très différents. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jeunes viennent quand ils veulent. Ils ont 160 projets à faire. Quand ils ont fini ces 160 projets, ils quittent l'école. Certains ont réussi à faire le programme en 2 ans. D'autres vont mettre 5 ans à le faire, mais ils vont à leur vitesse. Certains ne viennent que la nuit, d'autres que le matin, d'autres l'après-midi. Bon, l'heure creuse, c'est 8 heures le matin. 8 heures le matin, il y a 100 personnes. Mais si vous venez à 23 heures, il y en a plutôt 500, 600. Mais c'est ça la chose. Et ça marche. Et ça fonctionne. Et ça répond à un besoin aussi, puisqu'on manque et ça en fait de répond à un développeurs besoin. en France. On a des dizaines de milliers de demandes, des petites dizaines de milliers de demandes de stage. Donc ça fonctionne, ça répond à un besoin, ça marche. Et on a des jeunes à qui on n'a rien demandé, mais qui d'un côté viennent du monde entier. On a plusieurs Indiens là qui vont faire leur rentrée scolaire, qui ne parlent pas un mot de français, qui sont là. On a beaucoup de jeunes qui viennent du Maghreb. On a beaucoup de jeunes qui viennent de partout, en fait, de Suisse, de Belgique, de France. Presque la moitié n'ont pas le bac, mais on le sait après, parce que quand on les sélectionne, on ne le sait pas. On a des énormes défauts, c'est qu'on n'a que 10% de femmes. Donc c'est un vrai sujet important, c'est-à-dire que donc on met en place des initiatives. Là, on va accueillir pendant les vacances de la Toussaint 250 lycéennes qui viennent et à qui on refait un peu la période de sélection sur un mode plus ludique, mais pour leur expliquer que la technologie, c'est pas masculin, quoi. Enfin, ça s'applique à nous tous et il n'y a pas des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. C'est une aberration qui n'a pas de raison d'exister. Donc on essaye d'aider à développer ces 10% de femmes que l'on a aujourd'hui. Donc on travaille là-dessus. Mais au bout, on leur garantit qu'à la sortie de cette école, ils aient un job. Encore une fois, on ne se mouille pas beaucoup. Quand vous avez une pénurie énorme mondiale sur ce type d'activité et que vous formez, je pense, les meilleurs jeunes au monde dans ces métiers-là, c'est pas très dur. Alors, après, il faut qu'on arrive à les motiver à rester en France parce qu'on a un sujet, c'est que les salaires dans la Silicon Valley pour ces métiers-là sont 2,5 fois supérieurs. Alors on leur démontre aussi que la vie est 2,5 fois plus chère, donc au bout, et que la fiscalité est parfois plus importante. Donc parfois que c'est pas toujours avantageux de bouger. Mais à nous de les convaincre de rester et d'être capable de créer une entreprise. Mais la volonté que l'on a avec les 3 fondateurs, c'est d'être capable de changer ce modèle d'apprentissage dans ce métier-là. Et pour revenir à votre question, je ne sais pas si ça s'adapte à d'autres métiers. Je sais que ça marche là, à cet endroit-là, avec ces jeunes-là. J'adorerais si ça marche, si c'est capable de fonctionner dans d'autres métiers, mais je ne sais pas. Moi, je connais ce métier-là, je connais cette formation-là. Je connais Nicolas Sadirac depuis 25 ans, je crois. Je l'ai vu créer ces écoles, j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu ce qu'il a été à même d'inventer. Je vois à quel point la pédagogie que l'on peut avoir est disruptive. Il n'y a pas de professeur. Donc on arrive, on a des projets, il faut qu'on travaille en groupe. Si on ne travaille pas en groupe, on n'est pas capable de terminer les projets. On fait de la notation peer-to-peer, on note les autres, on note 10 autres élèves et 10 autres élèves vous notent. Enfin, c'est un peu disruptif en termes de fonctionnement, mais ça marche. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des tonnes d'exemples de jeunes qui ont fini maintenant leur scolarité, qui ont trouvé des super jobs, qui l'ont fait rapidement, parce que ça a été créé il y a 2 ans. Donc s'ils ont fini là, ils ont plutôt été vite. Et que ça fonctionne. Mais après, est-ce que c'est adapté à d'autres types d'activités? Non. Ou d'âge. Ou d'âge. Alors oui, pardon, on fait des sélections entre 18 et 30 ans. Pourquoi on se limite à 30 ans? À cause de la sécurité sociale étudiante. Après l'âge de 30 ans, on ne peut plus avoir la sécurité sociale étudiante. On a envie quand même qu'il y ait une sécurité sociale qui fonctionne à cet endroit-là. Et puis 18 ans, parce que faire bosser des gens 15 heures par jour, notamment pendant la piscine, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire d'avoir vraiment conscience qu'ils ont envie de le faire et qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils aient une vraie indépendance donc dans leur volonté. Mais à côté de ça, on a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. On a essayé donc les choses qui ne fonctionnent pas, c'est que comme tout le monde a un niveau différent, on n'est pas bon sur la culture générale et ça, on ne sait pas rattraper. Alors il y a des programmes, notamment vous citiez avec Vente Privée, qui leur offrent des places de spectacle, etc. Donc on a un truc qui marche, mais qui ne répond pas à tous les problèmes de culture. On essaye de leur apprendre l'anglais. Toutes les méthodes d'apprentissage de l'anglais qu'on a mis en place, ça n'a pas été brillant. Donc on n'a pas trouvé la bonne méthode d'apprentissage de l'anglais. Ça nous donne des idées. C'est assez massif. Je sais, quand je vous le présente comme ça peut sembler petit, mais c'est un immeuble dans Paris. C'est donc maintenant, puisqu'on a la rentrée scolaire, plutôt de 1600 jeunes qui sont là. Ça marche. Mais soyons clairs, vous dit-on, mais c'est grâce à vous, cette école, vous êtes mécène. Personnellement, vous injectez
pas loin de 5 ou 6 millions dans cette école par an. C'est pas neutre. Et cette posture à côté du chef d'entreprise que vous êtes, vous parliez tout à l'heure du côté successful, quand on gagne beaucoup d'argent, quand on a créé sa boîte dans les technologies, finalement ça passe assez bien en France, mais finalement cette posture de mécène qui prend les rênes, pas seulement qui fait un chèque à une cause, mais qui prend les rênes d'un projet d'intérêt général et qui le gère finalement comme une entreprise. Est-ce que c'est pas votre façon à vous de faire de la politique, peut-être de manière plus pragmatique et efficace que si vous rentriez dans un parti? Je ne sais pas si c'est plus efficace. Ça marche à cet endroit-là avec ces jeunes. C'est pas une vision globale. Et merci, vos propos sont très sympas. Mais c'est simplement de se dire, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois que si vous venez j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent pendant 20 ans et synthétiquement d'être pas pauvre, mais plutôt, on va dire, normal et dans une ville plutôt pauvre pendant 20 ans. Donc il vous manque 8 ans au milieu parce que j'ai 48 ans. Enfin bon, on va les caler, on va dire 24 si vous voulez. Mais si vous voulez, je ne peux pas oublier d'où je viens. Je ne peux pas oublier la chance que m'a offert ce pays, parce que ce pays m'a offert une chance. Dans combien de pays au monde vous pouvez gagner autant d'argent que j'ai gagné en partant de rien? Très peu. Et donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de ce pays énorme. Et ce mode de reconnaissance, j'ai plusieurs moyens de l'exprimer. Donc, j'ai un moyen de l'exprimer en payant des impôts, qui n'est pas celui qui m'enchante le plus. Il faut en payer, hein, je ne conteste rien. Mais voilà, ce n'est pas le truc qui est le plus fun. Et vous avez un autre moyen, c'est de se dire, j'ai suffisamment d'argent pour vivre comme j'ai envie de vivre. Maintenant, peut-être qu'on peut être intelligent avec cet argent et créer des choses qui sont capables d'avoir un impact à un endroit, localement, sur ce pays. Et je pense que vous êtes dans quelque chose de très nouveau en France, mais qui existe ailleurs, qui est de dire que les nouveaux entrepreneurs que vous êtes aujourd'hui, eh bien un jour, je suis sûr que vous serez successful et que ce moment-là, vous prendrez conscience que ce pays vous a aidé et que localement, vous aurez envie de mettre en œuvre un certain nombre de choses et d'utiliser l'argent que vous avez gagné pour aider des causes qui vous sont proches, qui vous plaisent. Bah, écoutez, ça correspond aux d'autres personnes que vous avez citées tout à l'heure, avec lesquelles on peut faire d'autres choses. Celle-ci est visible, d'autres peuvent être pas visibles. Et la visibilité, c'est bien, mais ça a aussi quelques défauts. Mais c'était important là, d'avoir de la visibilité pour lancer l'école, parce qu'il y a un côté où on a besoin de jeunes, d'en parler, etc. Mais je pense que ça correspond à cette forme de nouvel entrepreneuriat qui existe, qui est un entrepreneuriat dans lequel on gagne peut-être plus vite de l'argent qu'il y a quelques générations, mais qui est un entrepreneuriat plus facile et plus ouvert. Si nos grands-parents voulaient créer une entreprise, il fallait créer une usine et donc avoir beaucoup de fonds. Aujourd'hui, vous pouvez créer la plus grande entreprise mondiale en 2 ans depuis chez vous. Avec sans moyens, sans fonds, juste une bonne idée, un bout de logiciel, vous le mettez, vous le lancez, ça cartonne. Et il y a eu un vrai changement des besoins de fonds propres au début de la création de l'entreprise, et donc des créations de fortune peut-être plus rapides que nos parents. Enfin, moi, ça fait 32 ans que je fais des télécoms, donc j'adore quand tout à l'heure vous me disiez que j'étais un jeune entrepreneur et que je suis flatté, mais bon, j'ai un peu de... Malheureusement, hein, je suis la vieille génération, mais je pense que vous avez cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui existe et qui a une perception de l'argent qu'elle gagne qui est peut-être moins dans une longue tradition de redonner cet argent à leurs enfants, ou tout au moins d'en utiliser une partie à des causes qui leur sont chères. Donc c'est un changement, et c'est ce qui doit nous pousser à aider ces jeunes, ou à aider des jeunes à créer leur entreprise, et à gagner de l'argent, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont envie d'avoir un usage de cet argent pour le bien commun, le bien collectif. Merci beaucoup, Xavier Niel. J'avais juste une dernière question, rapide, je promets. S'il vous plaît. Là, le problème, c'est que les réponses sont tellement intéressantes. Je fais 40 secondes. Allez. Sur le temps. 40 secondes. Hein. On est à quelques semaines de la COP21, des négociations à Paris sur le climat. Vous êtes dans un secteur avec un développement économique fulgurant, et le numérique n'est pas sans produire des conséquences assez importantes sur les gaz à effet de serre. On est avec le numérique, avec des questions sur l'alignation aux écrans, des questions sur les ondes électromagnétiques. Comment vous appréhendez ces risques ou ces conséquences chez Iliad ou vous-même? Quel regard vous avez là-dessus et qu'est-ce que vous vous dites par rapport à tout ça, par rapport à vous nous parliez de cette table qui sera connectée plus tard. Il y a aussi tout un pan de risques ou de conséquences. Comment vous les anticipez ?
40 Alors, secondes. Hein. Promis. Donc, je crois qu'on a du mal à faire de l'innovation Chronomètre. sans envisager son impact direct sur toutes les choses qui constituent la société. Donc, à chaque fois que l'on fait quelque chose, on essaye de se dire comment je suis capable de baisser la consommation énergétique, comment je suis capable de faire des choses intelligentes. Je vous donne 2 exemples concrets, un chez nous, un externe. Celui externe, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, ce sont des gens qui sont capables d'utiliser, de produire de la chaleur en mettant des ordinateurs, synthétiquement, en mettant des ordinateurs à l'intérieur du radiateur. Simplement, un ordinateur, c'est quelque chose qui chauffe. Donc, plutôt que de jeter la chaleur et de la rejeter, eh bien, on va la réutiliser pour chauffer le logement ou faire quelque chose d'intelligent. Sur la base de cette même chose que l'on pratique sur un data center que l'on a à Paris, on récupère la chaleur produite par nos machines pour chauffer du logement social à côté, gratuitement. C'est un échange que l'on a avec la ville de Paris sur un data center que l'on peut avoir dans Paris. J'ai fait 58 secondes, excusez-moi. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à nos 4 entrepreneurs pour cet échange qui a été très riche sur des thématiques justement très variées.